Rebonjour, c'est aujourd'hui la deuxième partie du thème que j'avais proposé aux camarades sur les films musicaux. Vous aviez eu donc il y a 3 semaines la première partie avec Quentin et moi-même qui présentions Le Milliardaire et Chantons sous la pluie. Donc on fait un petit bond dans le temps aujourd'hui avec Bertrand dans la première partie, puis Michael qui nous proposera son propre film pour boucler tout ça. Le programme, Bertrand, tu vas nous présenter Pink Floyd, The Wall de Alan Parker. Voilà, et Michael, tu finiras avec... Et je finirai avec Whiplash de Damien Chazelle. Tatam, 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 voilà, bam. bon alors après à chacun d'expliquer ou pas, c'est son choix, voilà, en tout cas les films collent bien à la thématique que j'avais proposée au départ. Je propose à la limite sans plus attendre de lancer Bertrand avec son film. Bertrand, c'est à toi. Eh bien c'est parti alors. Is there anybody out there? Eh ben oui, mes chers camarades, on va se plonger dans les abîmes de l'esprit humain aujourd'hui. Dans ce qu'il y a de plus sombre et de plus dérangeant. The Wall, tadam, le film. Alors mon cher David, je dois confesser que malgré mon goût pour la chose musicale, que tu connais, malgré les nombreuses heures passées à écouter, aussi bien en sautillant comme un cabri que prostré les yeux pleins de larmes, quand il a fallu choisir un film sur ton thème, j'ai calé. J'ai bien calé. Plusieurs choix se sont succédés, je vais pas les énumérer, d'ailleurs je crois que j'en ai oublié la moitié, mais je le sentais pas. Pourtant, voilà, tout le monde avait trouvé son truc, ça avait l'air facile. Alors je me suis laissé un peu embarquer dans des souvenirs de ces grandes œuvres un peu malades que furent les films basés sur des albums de pop rock, tels que Tommy ou Quadrophenia, des Who, désolé les Who, apparemment c'était quand même pas de boss et tombé souvent sur vous, ou Yellow Submarine, par les Beatles, quoi. Je pourrais même, de façon plus consensuelle, évoquer le vaste éventail des biopics plus ou moins réussis de tel ou tel artiste. Majoritairement, c'est passable. Qu'on aille des choses comme Tous les matins du monde ou Bohemian Rhapsody en passant par Amadeus par exemple. Là, le Amadeus, je l'ai envisagé un peu, à un moment. Parce que c'est bien, Puis c'est quand même un petit peu le haut du panier dans le domaine. On parle quand même de Foreman, c'est quand Foreman, même pas n'importe qui. Un acteur qui est complètement investi, des acteurs d'ailleurs. Parce que oui, ils sont moins deux déjà les principaux, donc c'est quand même le haut du panier. Vraiment. Je l'ai pas vu, mais il y a pas Bird aussi qui est vachement bien. Ouais, sur Charlie Parker. Oui, moi je l'avais vu, mais ça m'avait pas transporté. Mais c'était moi. C'est le film objectivement est bien, mais puis vu il y a très longtemps, probablement qu'il faudrait que je le revoie aujourd'hui, mais voilà. Voilà. Donc et là donc après évoquer tout ça, paf pastèque comme on dit, The Wall. Un film donc que j'avais vu il y a de très 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 nombreuses années. Je vais pas les compter parce que ça fait vraiment vraiment beaucoup. Une bien belle lurette, comme on dit, avant même de connaître d'ailleurs complètement le groupe Pink Floyd. Et je profite ici de la tribune qui m'est offerte pour remercier une nouvelle fois mon camarade David pour m'avoir fourré le nez dedans. Ce fut un cadeau vraiment précieux, je te remercie encore et encore et encore. T'as fait pareil avec Genesis, donc ça a été un échange de bons procédés. Voilà, alors bon. Mais à cette époque, je dois bien avouer que l'expérience m'avait quelque peu déstabilisé. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de l'aspect déstabilisant de l'entreprise. Alors, avant toute chose, et comme c'est devenu donc la tradition, je vous propose un petit point pitch vite fait. Nous suivons donc le parcours chaotique du dénommé Pink, qui est un genre de prototype de la rockstar désabusée, tel qu'on pouvait se la figurer à la fin des années 70. Un type qui est de plus en plus déconnecté de son public, et qui a tendance à sombrer dans un burn-out plus ou moins sévère. Alors, pour essayer de s'en sortir, il se construit une espèce de mur mental, un vrai mur, pour se protéger, mais loin de l'aider, celui-ci va l'enfermer, aux prises avec ses souvenirs, ses angoisses, ses erreurs, ses renoncements, et hanté par des figures oppressantes. Il va s'en suivre un examen de conscience un peu hardcore qui va le mener aux portes de la folie. Et comme on dit dans tous les bons résumés, le reste est littérature. Alors donc, messieurs, mais il me semble important de préciser d'emblée que oui,
je suis un fanboy de Pink Floyd, un vrai de vrai. Cette musique m'a toujours ému. Alors de là à m'imposer, ainsi qu'à vous autres, le visionnage d'un film que d'autres qualifient, je dirais, de compliqué, incompréhensible, voire carrément mauvais. Il n'y a qu'un pas que je me suis empressé de franchir, évidemment. Alors, pour resituer l'action, c'est un film qui est sorti en 1982 et réalisé par Alan Parker, qui lui a sorti 2 films la même année, un peu comme à l'image de Richard Donner à l'époque des Goonies. Et là, il était sorti du tournage d'un film qui est tout à fait différent apparemment, qui s'appelait Shoot the Moon, l'usure du temps en français, avec Diane Keaton et Albert Finney, histoire de couple qui se délite au fil du temps, voilà. Et qui est auréolé à ce moment-là du succès de 2 films antérieurs, à savoir d'une part Fame en 1980 et surtout le fameux Midnight Express qui lui sortit en 1978. Autre bluette sympathique. Ouais, c'est que du fun. du fun en bar. Oh là là. De toute façon, il a fait que des trucs très marrants, lui. Hein. Bah, alors plus ou moins, mais Mississippi Burning, on peut pas dire que ce soit la franche rigolade, mais putain, le film est quand même plus bouffable que Midnight Express, par exemple. C'est dans un registre différent. Moi, Mississippi Burning, c'est probablement le titre que je préfère dans la filmo de Parker. J'ai pas tout vu, non. Mais c'est que c'est pas la légèreté, c'est pas un truc qui le caractérise. Hein. Non, on peut pas dire. La vie de David Gale, c'est pareil, c'était pas une promenade de santé. Ah ouais, mais alors, c'est vrai, c'est lui. Ouais, c'était lui, ouais. Il est bien. Non, mais alors le film est pas mal, ouais. mais moi, je l'ai pas revu. Hein. Ah bah non. Bah, je les use pas, hein, les films de Parker, parce que quand tu les as vus une fois, en général... C'est vrai que c'est pas... Angel Heart. Oui. Alors, Angel Heart, ouais, oui, mais enfin, c'est pareil, parce que on est là pour rigoler, hein. On dit non, oh non, alors, le film est très bien. Oui. Mais, putain, qu'est-ce que c'est plombant, quoi. Enfin, c'est, oh là là. De toute façon, là, on est sur une partie du podcast qui va être Ah oui, pas non, là, super fun. Là, c'est fini de rigoler, là. Enfin bon. Alors on peut Vas-y. ajouter à cela quand même un film un peu plus fun, qui était son premier, le fameux Bugsy Malone. Que Vieux j'ai rififi chez les mômes. Ouais, Voilà, que j'ai c'est pour ça grandement pris- hésité à le prendre. Voilà, qui est une comédie musicale en fait. Oui, une comédie musicale avec des enfants qui jouent les mafieux. Oui, Jodie Da- Foster, je sais plus qui, Scott Jodie Baio. Foster, elle doit avoir ses 2 ans. Attends, Rififi pour les mômes, C'est 76. 76. Ouais. Bah du coup, c'est la même année que Taxi Driver. Ouais, elle a une petite quinzaine d'années, ouais, quelque chose Ouais, comme donc ça. ouais, même année, ouais. Qui l'a révélé du coup, Oui. Taxi Driver. Alors, ce monsieur Alan Parker, donc, tout au long d'une assez longue carrière, puisqu'il est décédé en 2020, je crois, quelque chose comme ça, Oui, ça doit être ça, ouais. a multiplié un peu les casquettes, à la fois technicien, scénariste, réalisateur, écrivain à l'occasion, producteur et occasionnellement auteur-compositeur. Voilà. Ça reste quelque chose d'assez annexe. Mais ça renvoie un petit peu aux commentaires que je m'étais fait une fois lors d'un podcast précédent où je comparais Alan Parker à un compositeur qui était un peu frustré et qui avait fait du cinéma pour se décharger de cette frustration créative. Alors, les films dans leur majorité sont souvent baignés de musique. On a Birdie, Evita, Ah oui, c'est vrai que c'était lui, ça. Ouais, Evita, ouais. et Angel Heart qu'on a mentionné tout à l'heure. Il y a beaucoup de musique souvent. Alors pour ce qui est de ce projet-ci, il s'y trouve associé à un moment où le truc a un peu tendance à patiner. Ce qui n'est guère étonnant quand on connaît les forces en présence. Ouais. Notamment une. Alors, je reprends très vite, l'exposé des forces en présence. The Wall, l'œuvre de Pink Floyd, et notamment de Roger Waters, était voulu comme une œuvre totale. C'est-à-dire qu'il devait être un disque, ce qui est fait, il devait être un spectacle théâtral, ce qui a été fait aussi, Fait, ouais. puis un film. Roger Waters, pour le présenter vite fait, bassiste historique du groupe Pink Floyd depuis les origines, au départ simplement accompagnateur silencieux, puis chanteur, puis prise de contrôle avec la défection du leader historique Syd Barrett, une prise de pouvoir progressive qui a fini par devenir quasi totale avec l'album Animals en 1977, puis intégrale pour ce projet-ci de The Wall qui est uniquement, clairement et définitivement de son fait. Donc oui, l'exploitation sur scène, pour autant que je sache, a été faite entre 1980 et 81. Ça a été quelque chose de relativement lourd parce qu'on avait un mur qui faisait
12 mètres de haut, constitué de je ne sais combien de briques en carton. Plus des effets, plus des interventions de matériel extérieur. Voilà, c'était très très très... La logistique des concerts des Floyd, ça a jamais été, ils ont jamais fait simple. Ça, oui, mais alors là, ça, c'était vraiment voilà, le ça a tonton, atteint quoi. des niveaux rarement atteints, mais oui. Oui, parce que juste pour la petite curiosité, moi, c'est pas un groupe que j'affectionne énormément, je les aime bien, mais voilà, je m'y suis jamais trop penché dessus parce que je suis un peu hermétique à leur musique. Pour ma génération, qui du coup est arrivée après, c'est des légendes. Mais à quel point c'était déjà des légendes de la période The Wall, tout ça, ils étaient déjà méchamment installés parce que déjà ils avaient une quinzaine d'années de voilà, carrière. Au point qu'ils faisaient, ils étaient tellement ancrés dans cette époque qu'ils ont été la cible quasiment en premier du mouvement punk, comme la cible à abattre. Ok. Voilà. Alors que bon, il y avait quand même des choses chez les punks qui étaient nettement moins punk que Pink Floyd à l'époque. Oui, ça, je suis bien d'accord. Oui. Dans la prise de position, je veux dire, par exemple. D'accord. Ouais, donc c'était déjà, j'imagine concert avec beaucoup de gens, Ouais. gros moyens. Mais ça a été monstrueux assez vite. L'explosion les a eu Floyd, lieu justement sur la tournée de 77 où c'est là qu'ils ont commencé à investir vraiment les stades. Okay. Voilà, ce qui a donné lieu à divers incidents, dont un qui a engendré The Wall. Mais ça, la littérature est assez fournie à ce niveau-là. Et puis dès 73, ils avaient quand même sorti l'album Dark Side of the Moon, qui reste un des albums, enfin, il est dans le top 10 probablement, des albums je crois qu'il est dans le top plus 3 vendus. des plus vendus de tous les temps, oui. Voilà. Ouais. Et on était en 73. Le groupe s'est créé en 65-66. Faudrait déjà, vérifier, voilà. mais je crois qu'en 1, c'est Thriller de Michael Jackson, en 2, ça doit être Back in Black d'ACDC. De ACDC, oui. Et je crois que Dark Side of the Moon est 3e. À vérifier, à affiner peut-être. Voilà, donc, enfin, en tout cas, c'est un truc absolument monstrueux. Et on est en 73. Oui. 6 ans avant la sortie de l'album. Voilà. 9 ans avant la sortie du film. Voilà. Donc c'était déjà une institution absolue quand le film de Parker est sorti. Quoi. Okay. Donc alors, la tournée était d'une grosse structure. Donc ça a eu lieu seulement sur une trentaine de dates. Ah ouais. Ouais, Okay. voilà, notamment en Angleterre et aux États-Unis, je crois. Il n'y a pas eu vraiment d'autres endroits. Parce que groupe anglais, on est d'accord. Oui. Alors, le scénario du film à suivre est donc, comme le reste, écrit par Roger Waters. Et dans sa définition initiale, prévoit une alternance de séquences filmées où lui-même apparaîtrait en tant que Pink, de séquences live tirées de la tournée qu'il venait d'effectuer, et des animations de monsieur Gerald Scarfe, lequel était censé réaliser le tout. On en parlera un peu plus tard de Gerald Scarfe. Il semble donc à ce stade que l'adjonction de Parker ait eu pour ambition, au niveau de la production, de simplement mettre un peu de cinéma dans tout ça. Sachant qu'a priori, il n'était pas le premier choix. Ils avaient plutôt lorgné sur un mec comme Ridley Scott à l'époque. Ah oui. Ok. Voilà, mais bon, peut-être que lui... oh là là. Bah, il était occupé à Encore créer... un autre mec imbuvable, mais qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? On va se taper dessus. Après avoir révolutionné le monde de la science-fiction, il fallait qu'il révolutionne le monde de l'anticipation, donc il était un peu trop occupé. Oui, voilà, mais 82, il était vraiment overbooké à cette époque-là, oui. Ouais, tranquille. Oui. Laissez-le faire ces petits trucs. Alors, le parcours d'écriture se révèle chaotique. Ni Waters, ni Parker, ni même Gerald Scarfe ne semblent être spécialement faciles à vivre, chacun de leur côté, et chacun à leur manière. Ça a dû être fun. Ouais. Oh la vache. On voit par exemple Parker profiter de 6 semaines de vacances que Waters avait pris pour procéder à la majorité des réécritures. Au moins, il a dû aimer l'autre, connaissant le bonhomme. Oh la vache. Alors de fait, les engueulades et les compromis qui suivent sont tellement nombreux qu'il m'a été impossible de les lister. Il y a un auteur qui s'en est chargé, vraiment, Monsieur Philippe Godin. Lisez ses ouvrages aux éditions Le Mot et le reste, c'est un bonheur. Alors la plus célèbre des incartades étant finalement une grosse bouderie, parce que c'était plus une bouderie par rapport à d'autres choses, de Roger Waters, tandis qu'on avait désigné Bob Geldof, autre chanteur, qui était lui le leader d'un groupe rock qui s'appelait les Boomtown Rats, et qui n'était donc pas plus acteur que Roger Waters à la base. C'est vrai que c'est con du coup. Mais, voilà, qui accédait au rôle-titre à sa place. Plus jeune par contre peut-être du coup. Peut-être un peu plus jeune, oui, mais pas de beaucoup, je pense. Hein. Ok.
On est sur des types qui sont nés entre 45 et 50, je pense, hein, grosso modo. On peut d'ailleurs se demander ce qui a pu guider ce choix à l'origine, mais il semblerait que ce soit un choix d'Alan Parker. Voilà. J'ai pas trouvé de documentation qui expliciterait le pourquoi du comment. Alors à l'image de l'écriture, le tournage et la post-prod virent régulièrement à l'affrontement, parfois même physique. De toute façon, c'était déjà ce qui se passait dans le groupe. Hein. Entre Waters et Parker, oui. Enfin... Mais je crois pas qu'ils en soient venus aux mains dans le groupe en lui-même, parce que... Non, ils se sont pas foutus sur la gueule, mais c'est l'époque où il a viré Rick Wright, le clavier. Bon, il a été viré parce que on lui avait laissé le choix de soit fermer sa gueule, soit de respecter un peu l'horaire, et puis l'autre il a pas voulu, donc il s'est barré, voilà. Mais il est revenu comme salarié pour la tournée. C'est le seul qui a pas perdu de pognon dans l'histoire. Mais l'histoire des fleuves, il y a une encyclopédie à écrire, hein, c'est vraiment... Voilà. Alors c'est aussi à ce moment-là que les différences entre la BO qui va constituer le film et l'album d'origine vont s'établir. On note notamment la disparition de 2 morceaux complets, dont un dont la scène avait été tournée, je crois à AU, il y a une scène qui existe mais elle a été virée par Waters au montage, puis une autre, je sais plus laquelle. Et création de 2 nouvelles chansons, de recalibrage de certains morceaux, remixage, voire carrément réinterprétation de certaines autres. Parce que à mon humble avis, le principal point fort, et j'espère que vous allez me suivre sur cette voie-là, c'est cette grande fidélité à l'œuvre d'origine. Le grand point fort pour moi, c'est ça, et la façon parfois extrême de la mettre en valeur. Enfin, c'est bien simple, hein. Pour moi, les scènes les plus importantes du film correspondent aux morceaux les plus forts. Voilà, on va pas épiloguer, mais les enfants qui marchent vers le hachoir géant, les scènes dans la piscine, ou même l'effondrement physique même de Pink juste avant le concert. Mention spéciale quand même pour le mixage de certains morceaux, qui a tendance à faire ressortir certains instruments, et c'est ce que je disais tout à l'heure en off, sur le morceau Is There Anybody Out There, qui a tout un pont à la guitare acoustique. La guitare est très très en avant dans le mix, et ça rend la chose bien plus puissante qu'à l'origine. Ou alors, si on peut citer même l'agrandissement et la réécriture de Bring the Boys Back Home, avec toute une chorale, ça fout les poils, rien que d'y penser. J'ai été très très émotif pendant le visionnage de ce film. Il a pleuré, vous êtes quasiment tout du long. Mais alors pas forcément à cause des images, même si elles sont impactantes. Hein. Alors du fait, la musique démultiplie l'impact des images, hein, on est bien d'accord pour ça, enfin j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Pour autant, ce film c'est pas simplement un long clip haut de gamme, ce qui lui a été un peu reproché. Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'est pas le cas. Et je trouve qu'on a vraiment toute la palette d'expressions visuelles propres à l'univers de Parker, en tout cas de ce que j'en connais. Parce que j'ai vu je pense que j'ai vu la moitié de ces films, grosso modo, hein, je ne saurais pas redire avec précision, mais une bonne moitié. On retrouve ces espèces de longs travelling au ras du sol qu'il emploie régulièrement. Beaucoup de repères de sites industriels ou d'univers visuels qui renvoient à ça, le métal, tout ça, le traitement de la notion d'enfermement qui apparaît souvent aussi chez lui, soit par l'approche vraiment claustrophobique de l'enfermement physique, soit par des espèces d'envolées extérieures qui décrivent finalement la même solitude du personnage. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent chez lui, ça. Tu parlais de la vie de David Gale, justement, toute la séquence d'ouverture avec le personnage de Kate Winslet qui court dans cette prairie nue, qui court seule, voilà. Vous voyez le film et vous comprendrez pourquoi elle court comme ça. Je crois que Mickaël a envie de voir le film. Il a relevé la tête là. Voilà, mais oui, il y a des plans qui peuvent l'évoquer, effectivement, oui. Alors on peut aussi mentionner l'espèce de crudité latente. La crudité de certains passages, donc. On voit la femme et son amant, la scène des groupies, quand même assez sale dans l'ensemble. Ouais. Dans laquelle il n'y a pas grand-chose de propre, de toute façon, dans le film. Hein. Non. Dans ce qui est montré. Wow. I need a dirty girl, hein, il le dit en même temps. Oui. Alors, je sais pas si ça t'a fait cette sensation-là, mais il m'a semblé qu'il y avait un visage qui me semblait familier, moi, dans ces groupies.
Il y a Joanne Wallet. John Wallet, voilà, c'est la ça. première, qui a été mariée à Val Kilmer, oui, Voilà. qui était devenue Joanne Wallet Kilmer. Oui, oui, tout à fait. On a vu dans plusieurs films, avec notamment avec je sais plus lequel c'est, où ils ont joué vraiment tous les deux. Ah les oui, oui, il y en a premiers eu un où il y a eu un polar, je crois. Ouais. Oui, oui, effectivement. Oui, il y avait Voilà. Joanne Wallet, oui, tout à Elle fait. avait un visage plutôt joli. Enfin voilà, c'est. C'était une jolie femme, il n'y a Ouais. pas de problème. Donc tout ça, voilà, ce sont des ingrédients qui parsèment l'œuvre d'Alan Parker. Et notamment ces deux films suivants, qui ne sont d'ailleurs guère plus joyeux, on l'a mentionné, Birdie d'une part et Angel Heart ensuite. Ce sont quand même des films à part, là aussi, faut bien le reconnaître. Ah oui. Le deuxième aspect impactant, ce sont, je trouve, ces 15 petites minutes. 15 petites minutes disséminées ça et là dans le film, d'animation. Oui. Oh putain. Voilà. Ça c'est assez impressionnant. Visuellement, c'est impressionnant. Ça... Et dû donc à l'imagination de Gerald Scarfe. Alors le gars en Angleterre ou même dans certains univers, et c'est pas un inconnu, puisqu'il a, au niveau de Pink Floyd, il a déjà illustré le booklet de l'album. Oui. Voilà, et les animations du film sont en quelque sorte le prolongement de ça. Mais il a également réalisé certaines des vidéos diffusées en concert sur le fameux grand écran circulaire qu'ils utilisent depuis 73, je crois. Il me semble qu'il est intervenu à partir de la tournée de Wish You Were Here. 75. Dans ce que j'ai compris. Alors, c'était pas toutes les vidéos, mais certaines où il était déjà intervenu dessus. D'accord. Alors, à la base, il faut le savoir, Scarfe, c'est un caricaturiste. Et je pense que ça se ressent. Ça se voit dans certains personnages. Voilà. Oui, il y a un côté très le trait forcé, le truc abusé dans tous les sens. Si on prend les personnages du juge, du procureur ou du professeur, les figures du pouvoir, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui les ridiculise avec cynisme. Ça apparaît d'une façon telle que la laideur devient beauté. Et souvent, tout ce qui paraît beau montre vite fait tout ce qu'elle renferme de laid. J'ai l'exemple qui me vient tout de suite, là, c'est la danse des fleurs. Ouais. La première séquence d'animation longue qu'on voit dans le film, c'est une séquence tout à fait évocatrice, hein, on est bien d'accord. C'est des fleurs qui blaisent. C'est des fleurs qui baisent. Merci, Mickaël. Merci. Une troisième fois, parce que je suis pas sûr. C'est des que- fleurs qui baisent. Voilà, bon, là, tout le monde l'a eu. Voilà. Mais Tout est pour bien le s'il coup, s'agit de fleurs qui baisent. Suce-moi le pistil. Bref. Tu peux y aller, Bertrand. On ne t'arrêtera plus. c'est une scène qui est donc évocatrice. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça absolument glaçant. Parce que la musique qui l'accompagne est aussi glaçante. Et en même temps complètement hypnotique. Parce que la fluidité des mouvements, c'est... Voilà. On peut parler aussi des images de guerre, les avions, les croix, ce que deviennent les oiseaux aussi, le sang qui coule sur cette croix blanche. Enfin, il y a toutes les images montrées ont matière à devenir iconiques d'une manière ou d'une autre. Ouais. Jusqu'à l'idée prodigieuse du truc. Alors, je sais pas d'où vient ce truc-là, si ça vient de Roger Waters ou de Gerald Scarfe. Mais ces putains de marteaux. Oui. Truc emblématique du film et Voilà. de l'album d'ailleurs. Enfin, c'est ouais. Qu'on voit parsemer certaines images, on voit juste un profil d'un marteau comme ça en ombre chinoise sur les scènes de guerre, notamment de la bataille d'Anzio. Ça fait vraiment partie des images qui ont imprimé le cortex dès la première vision, en tout cas le mien, et je pense que ça restera jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, il suffit de voir ce truc, pouf, tout l'imaginaire se remet en place. La marche des marteaux, c'est fou. Puis bon, je le redis, l'accord image-musique donne parfois lieu à des moments sidérants, ces scènes de violence urbaine que le film met en parallèle avec la lente décrépitude mentale de Pink. D'une part, les fans du concert au début qui se bousculent. Puis on voit ces fans devenir comme ces espèces de hooligans, puis finalement des nazillons. Le cauchemar totalitaire qui s'accomplit dans l'esprit de Pink. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a une des scènes un peu de bataille rangée
avec des skinheads qui sont de vrais skinheads, avec des vrais morceaux de skinheads dedans, qui étaient là pour taper la bagarre. D'accord. Avec ce qu'il faut d'indiscipline et de relâchement. Donc ils sont là, les cascadeurs ont bien mangé, enfin ils se sont bien foutus sur la gueule apparemment. D'accord. Ok. Belle ambiance. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait à moitié quand même. Non, On peut pas dire. Mais en tout cas, voilà, on y est, hein, il y a pas de problème. Alors tout ça est mis en parallèle avec les quelques images d'assaut, les quelques images qui s'estompent bien vite de la bataille d'Anzio pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un rappel de cette bataille où le père de Roger Waters, donc celui de Pink par extension, est mort. D'accord. Ah oui, bon. Voilà, parce que tout ça a un fondement autobiographique. Effectivement, toute Voilà. évidence. Et tellement autobiographique que ça devient une description quasi clinique d'un état dépressif profond, quoi. D'ailleurs, d'aucuns avaient commenté la ressemblance entre l'état léthargique de Pink à un moment donné, quand il se rase les sourcils, machin, tout ça, et mis en parallèle le destin tragique de Syd Barrett, le premier guitariste de Pink Floyd. Certaines dernières images qu'on a le montraient un peu tailladé de la même manière. Et que un mental relativement fragile qui a été détruit par ses propres pulsions créatrices, je veux dire, et la prise de drogue plus ou moins dure. Il s'avère qu'il souffrait tout simplement de schizophrénie à un moment donné. Et j'ai toujours trouvé que la théorie était pas si fine que ça, je trouve. C'était vraiment l'œuvre de Waters. Voilà, c'est son histoire. D'ailleurs, la plupart des membres de Pink Floyd, ça a été un de leurs reproches d'ailleurs, c'est que ça ne concerne pas vraiment le groupe, ça ne concerne que toi. Alors, il y a quand même quelques aspects négatifs, et là, je vais essayer d'être le plus objectif possible, puisque souvent les films musicaux pêchent par le scénario. Bah là, je pense qu'on est en plein dedans. C'est pas un scénario de film, tout simplement. Non, bien sûr. Parce Oui, que bien sûr. Malgré des les images réécritures. sont au service de Voilà. le scénario, c'est l'album. oui, tout En fait, simplement. voilà, il y a Le scénario et les dialogues, c'est l'album. Voilà. D'ailleurs, il y a eu juste une dizaine de minutes qui sont ajoutées, mais c'est la scène d'ouverture, quelques scènes annexes qui sont un peu rallongées, mais c'est tout. Le reste, c'est l'album. Alors, on peut pas reprocher à Waters de pas savoir écrire. Non. C'est un poète, comme c'est dit dans le film, mais c'est pas un scénariste. Ça, clairement. Et ça a dû jouer quand même beaucoup dans l'aspect difficile que peut avoir le film pour quelqu'un qui est pas familier de la chose. Moi, je l'ai pas vécu. La vision de ce film, je l'ai pas vécu comme la vision d'un film, justement. Je l'ai vu comme une espèce de vision d'une expérience filmique, Oui. mais pas en tant que film. Et une fois que la barrière de ce truc où tu te dis c'est une expérience filmique et je vais pas voir un film, en fait, une fois la barrière dépassée, ça va beaucoup mieux. Ça lui donne un côté expérimental, oui. Exactement. Enfin, expérimental, il l'est, ça c'est Voilà. sûr. Mais alors avec tout ce que ça peut impliquer. Oui. Alors, Ah du bah coup, c'est soit t'adhères pas. Voilà. voilà, Et donc oui. pas de scénario, donc il y a pas de dialogue, Non, donc il y quasi a pas. très peu d'interaction entre les personnages, donc Puis ça le peu aide qu'il y a, de pas. toute façon, tu sais pas ce qu'ils disent. Enfin, tu les vois bouger les lèvres souvent, mais tu sais pas ce qu'ils racontent. T'entends alors souvent ça s'engueule, de toute façon, parce que ça passe son temps à s'engueuler. Mais Bah, la voilà. scène de la groupie dans la chambre d'hôtel avant qu'il pète les plombs, c'est d'ailleurs dans l'album une des rares qui est audible. Oui. Conversation à sens unique d'ailleurs, lui ne répond jamais. Oui, il parle pas. Oui. Alors du coup, ça le rend pas très très lisible, je pense. C'est l'impression que j'avais eue au premier visionnage il y a 30 et quelques années. Et ça donne une progression narrative qui ne semble me faire sens finalement que pour l'album, que pour ce truc-là. Il y a pas de grande idée générale défendue, il y a pas de... Enfin si, il y en a, mais il y a pas de progression narrative, il y a pas de point de départ et point d'arrivée, puisque finalement c'est une immense boucle, c'est un personnage qui boucle sur lui-même, quoi. Donc de fait, il y a pas de progression. Enfin, Ouais, c'est ça, il n'y a pas de progression du tout. Même point de départ, même point d'arrivée. De toute façon, le film est sombre dès le départ. Le personnage, dès le départ, il est renfermé dans son truc. Enfin, oui, non, effectivement, il n'y a pas de progression le fait est dramatique. que ça ouvre, puisqu'il s'auto-condamne à rompre son mur. Donc c'est un élan vers quelque chose d'essayer d'aller vers un mieux-être.
mais on n'en est même pas sûr, et on n'est même pas sûr que ça va marcher, en fait. C'est ça. Tout simplement. Et en deuxième point, j'aurais voulu parler de l'interprétation des acteurs, et aussi de ceux qui n'en sont pas. Alors, c'est pas vraiment un jugement sur le jeu en soi, mais en l'absence quasi totale de dialogue et d'interaction réelle, je veux dire, il est vraiment difficile de mettre le jeu d'acteur en tant que qualité. On a le mec, Bob Geldof fait quand même bien le job, je trouve, en termes de présence. Je pense qu'il a bien pris cher aussi, à être un petit peu entre le feu nourri des divers créateurs qui devaient l'encercler. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Et je pense que les interventions parlées, c'est vraiment... c'est celle de l'album, mais en même temps, comme c'est un peu différent, quand tu connais vraiment l'album, bah c'est chiant, il y a une espèce de frustration. Donc voilà, il y a beaucoup de frustration dans ce film, je veux dire, visuellement. Même si j'ai bien apprécié, il y a quand même des choses qui ont du mal à passer. Alors donc, on pourra aussi éventuellement lui reprocher, ce que je disais plus haut, de n'être qu'un long clip, sans objet, sans véritable but, quoi. J'irais pas... Non, je suis pas d'accord non plus. Mais après, c'est ce que j'ai entendu ou lu à ce sujet-là, en fait. Alors, moi, je suis d'accord avec la première partie. Un long clip. Oui. Mais pas sans but. Ça, non. Clairement pas. Non, j'irais pas jusque-là. Il y a un contenu. Ah oui, évidemment clairement. qu'il y a un contenu. Par contre, Après, le contenu est plus discutable par certains aspects, évidemment, mais il y a un contenu. Ça, on peut pas dire que le film, il se passe rien. Voilà. Mais quand on je voit continue que- de dire film parce que j'estime que c'en est un, malgré tout. Ah oui, Ah oui. Mais, Ah non, mais ça n'enlève voilà, pas- après, c'est pas parce que c'est pas parce que je trouve effectivement que c'est un clip que c'est pas un film. Ça fait 1h30, c'est un film, voilà. Mais quand on voit que Michael Jackson faisait des clips de 20 minutes, 25 minutes, bah là c'est un clip pour Il faut voir les tâcherons qu'il allait chercher, Michael Jackson. Oui, bien sûr. Pour ce qui est de mon ressenti personnel, voilà, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce deuxième visionnage que le tout premier. J'ai pas honte de le dire. J'avais le souvenir d'un truc vraiment moche et bordélique, et c'est vraiment loin d'être le cas. Je trouve que là vraiment la photo est soignée, il y a des éclairages vraiment bien foutus, il y a pas mal d'expérimentation aussi à ce niveau-là. Et Geldof, je le trouve vraiment impliqué physiquement dans tout ça. Alors, présenté à Cannes la même année, donc à 82, le film est plutôt bien reçu par la critique. Il y a une exploitation ramenant à peu près 22 millions de dollars sur toute sa durée d'exploitation pour un budget de 10-12 à la base, je crois. Eh ben, Donc on peut parler de quelque chose qui a marché. de miracle. Voilà. Évidemment, Non, le ça seul n'a miracle, strictement rien à voir avec l'impact que l'album a eu, lui, 3 ans auparavant. Donc, bref. Au final, le film a eu quand même quelques effets délétères. Waters n'en est pas satisfait, évidemment, parce que tous les articles, tous les livres, toutes les revues qui parlent de Roger Waters, il y a toujours ces 3 mots. Waters, pas satisfait. Il y a toujours un moment où ça remonte. Il trouve qu'il manque d'humour. Oh, sans déconner. C'est vrai que Waters c'est quelqu'un de tordant à la base, quoi. Oui, bah apparemment, oui, plus que ça. En tout cas, il avait imaginé quelque chose de plus drôle. D'accord. Voilà. C'est Parker- avant ou après les nazis qu'il espérait être drôle. C'est du cynisme poussé à un tel niveau. Parker, lui, ressort complètement lessivé de toute cette expérience, par les conflits, machin, tout ça. Scarf, lui, est plus ou moins mis sur la touche après ça, à la suite de désaccords aussi. Quant aux autres membres de Pink Floyd, ils ne se reconnaissent absolument pas dans ce projet, ce qui va finir par accélérer la fin de la configuration d'origine du groupe. Voilà. Alors j'ai fait un peu le tour de ce que je pense avoir dû dire à ce sujet, mais à titre de conclusion, il me paraît important de mentionner quelques points. Roger Waters, après son départ du groupe, en 1985, n'aura de cesse, malgré quelques albums solo, tournés et même un opéra, coécrit avec Étienne Rodagil, qui s'appelle Saïra, et qui prend place pendant la Révolution française. C'est vrai. Ok. Il va sans cesse revenir encore et toujours à son mur. Voilà. Alors là où ses ex-collègues, qui reforment un Pink Floyd modifié à partir de 1987, rejouèrent inlassablement les 3 ou 4 titres les plus emblématiques, notamment ceux co-signés par David Gilmour, lui, toujours convaincu du potentiel dramatique de son grand œuvre, le remontera sur scène.
à grand renfort d'effets visuels, voilà, et de grands spectacles. Alors on peut imaginer que le point de départ de ce truc-là, c'est l'opportunité de rejouer l'album à Berlin en 1990. Ah oui. Pour célébrer la chute du mur de Berlin, avec invitation d'artistes musicaux divers et variés. On a les Scorpions, The Band, le groupe dont Scorsese avait fait The Last Waltz, Cyndi Lauper, Van Morrison, mais aussi des acteurs, avec la présence sur l'énorme morceau The Trial, à la fin, de Tim Curry et Albert Finney. Oui, ça j'avais vu. Ouais. Pour donner vie à ces personnages. C'est quand même pas rien. Voilà, tout ça en live, en une fois. Tim Curry, Rocky Horror Picture Show, pour resituer un peu. Donc voilà, c'est pas. Et le démon dans Legend. Oui aussi. Oui. Oui, et puis le clown dans Hit. Ouais. Et il y retournera donc une deuxième fois. Après d'autres tournées où il inclut des morceaux comme font tous les artistes. Mais une tournée à rejouer The Wall en entier avec mise en scène, grand mur, sur scène, il refera ça entre 2010 et 2013, et ce qui sera reconnu à l'époque comme étant la tournée la plus rentable de l'histoire pour un artiste solo. Purement et simplement. À date, c'était le truc qui avait le rapporté le plus. Bravo, monsieur. Du coup, c'était quoi le nom de l'artiste de la tournée? Non mais du coup c'était Roger Waters, The Wall, Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il a plus le droit de toute façon d'utiliser le nom de oui, Pink Floyd. Parce qu'il y a eu un procès, faut savoir qu'ils se sont foutus un procès dans la gueule à l'époque. Plusieurs, oui. Et puis apparemment c'était folklore. Et il a fini par perdre, et donc Gilmour, Mason et Wright ont donc continué avec le nom de Pink Floyd, et lui a été éjecté. Il s'est plus ou moins éjecté il a quitté le groupe au départ, voilà, pensant qu'il allait exploser. Voilà. Et sauf que pas de bol, ils ont continué. Oui, voilà. Voilà. Donc, Alors bon, tout ça, ce sont des chiffres, voilà, et puis des actes. Mais d'un point de vue plus personnel, je dirais que le point final de toute cette histoire, vis-à-vis de cette œuvre en particulier, ça s'est déroulé le 2 juillet 2005 à Hyde Park à Londres, lors du festival Live 8. Alors le Live 8, ça a été une résurgence du fameux concert caritatif Live Aid ayant eu lieu en 1985, où il y avait eu Led Zeppelin, machin, tout le monde avait joué pour lutter contre la faim en Afrique, et qui là, en 2008, a servi de contrepoint, en 2005, pardon, servi de contrepoint au sommet du G8, ayant eu lieu à peu près au même moment. Et il s'est passé pendant ce festival 25 minutes de musique suspendue en l'air. Le dernier vrai concert de Pink Floyd dans sa configuration légendaire. 25 minutes d'émotion qui se conclut par le morceau Comfortably Numb, qui est issu de The Wall, qui est le morceau emblématique vraiment pour ce qui est de l'émotion pure. Et comme pour boucler la boucle, en 1985 comme en 2005, l'organisateur du festival, c'était Bob Geldof. L'acteur principal de The Wall. Oh putain. L'acteur du film. Ouais. Voilà. Ah mais attends, faut que les wagons ils raccrochent. Merci. Alors là, je vais commencer à dropper le mic. Ça va être tout pour moi. Alors à vous de me dire, les copains, quelle a été votre expérience? Je sais pas. Alors, il y a moi et Mickaël, et puis David, toi c'est un peu différent parce que t'aimes bien Pink Floyd, donc c'est. Ah bah moi j'aime pas Pink Floyd, j'adore Pink Floyd. C'est il l'a dit Bertrand, c'est moi qui l'ai emmené dessus. J'avais le nez dans Pink Floyd avant que tu y arrives, ce qui est quand même presque incroyable, mais vrai. Donc non, moi alors musicalement évidemment que j'ai rien à dire. Moi pour moi c'est on frôle la perfection. Même si The Wall n'est pas mon album préféré des Floyd, moi je suis un peu de la team première manière dans les Floyd, la partie un peu psychédélique, vraiment prog, mais alors prog à mort. Même si j'aime globalement toute la discographie des bonhommes, peut-être avec un faible encore plus fort pour l'album qui a précédé Animals, qui est sorti juste 2 ans avant The Wall. Tu as droppé le mic, c'est cool, mais si tu réponds, faudrait que tu le reprennes. C'est vrai, j'ai pas vraiment répondu. En fait. Oui, mais dedans, on entend ta petite voix. Et alors du coup, voilà, bon, musicalement, j'ai rien à dire. Après, moi, le film, je n'accroche pas du tout. Mais je n'accroche pas du tout pour le côté extrêmement sombre. Alors, ça peut pas être un truc guigré, hein, quand on connaît l'album, évidemment. Ça peut pas être une bluette romantique, colorée comme l'était Chantons sous la pluie dans l'épisode précédent. Certes. On peut pas être plus à l'opposé du spectre, effectivement. Exactement.
effectivement. Mais moi, voilà, enfin, tout est noir, chaque séquence est plus noire que la précédente. Enfin, moi, c'est le côté extrêmement glauque du film, malgré des images extrêmement léchées, parce que Parker a fait un sacré boulot. Au niveau mise en scène, tout ça, c'est un film de cinéma, je suis désolé, parce qu'il y a des vraies idées de mise en scène, des vrais plans élaborés, enfin, il y a un vrai taf, comme sur un film normal. Mais moi, The Wall, ça me... Alors, ça n'a pas été une corvée, ça a pas été la corvée à laquelle je m'attendais de le revoir. J'ai dû le voir 3 fois, je crois, en tout. Mais j'avoue que c'est vraiment pas un film qui m'emballe. C'est incroyable de dire ça quand on est fan de Pink Floyd, mais moi vraiment c'est pas, et je pense que je le mets en queue de peloton dans les films que je préfère de Parker. Dans ceux que j'ai vus, alors, je sais pas combien j'en ai vu exactement, il faudrait que je reprenne sa filmo, je pense que j'ai vu une bonne moitié moi aussi. C'est vraiment, il arrive en queue de peloton. C'est pas, je prends pas plaisir particulier à voir ce film-là. Il me déclenche ni un rejet absolu, ni un emballement d'aucune sorte. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Pas grand-chose à dire de plus. Si ce n'est que les séquences animées sont vraiment impressionnantes. Oui. Ça, par contre, les métamorphoses des corps, les transformations, on pense un peu à des tableaux quand on voit Picasso créer ses tableaux dans le film de Clouseau, là, le Mystère Picasso, et ben on pense un peu à ça. On part d'une idée, on a une idée première, et le truc se transforme au fur et à mesure des coups de pinceau de Picasso, là en l'occurrence de la mise en scène de Gérald Scarfe. Ouais. Et oui, ça c'est impressionnant. Mais bon, tu l'as dit, c'est un quart d'heure sur 1h30, et puis ça suffit pas à m'emmener sur le reste du film. Ça finit le film. Du coup, c'est bien ça au moins. Comment ? C'est la plus grosse partie animée, c'est à la fin. À la fin, The Trial, qui est un morceau que je trouve absolument dingue. Moi, l'affrontement verbal de The Trial est sublime. Musicalement, c'est une espèce d'apothéose d'un album qui pendant 1h15 t'en fout plein les dents. Voilà, moi ça, ok. Le film, je vais pas épiloguer. Hein, voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Quentin, je te laisse enchaîner. Je préfère Dire Straits. Voilà, c'est dit. Un petit coup de coude dans les côtes, ce serait pas mal. Bon, après, j'aime beaucoup Dire Straits. Oui, non, je sais que j'aime beaucoup aussi. Mais oui, non, c'est pas le niveau des Floyd, mais c'est autre chose. Oui, non, ils font pas la même. Déjà, ils font pas la même musique. Ils font pas la même musique. Pas la musique. Non, c'est juste pour blaguer. C'est qu'à la fin du film, je me suis dit putain, j'aimerais bien voir. J'aurais bien concerté Dire Straits. Un film sur un album de Dire Straits, quoi. Non, ouais, ça a été compliqué. J'avais un peu peur, hein, et ça s'est confirmé. Même si, comme je disais tout à l'heure en off, je l'ai vu dans des bonnes conditions. On avait des enceintes vraiment quali pour vraiment profiter à fond du son. Donc ouais, musicalement, c'était très cool pendant 1h30. Ouais. J'étais peut-être un peu fatigué de base pour le lancer, donc j'ai pas dormi devant, mais j'étais y a eu des moments où c'est un peu compliqué, quoi. Et comme le film je le trouve parfois un peu soporifique, un peu lent et tout, musicalement en plus il y a plein de passages où il y a des morceaux qui sont moins entraînants, qui sont plus calmes et tout. J'essaie de peser mes mots pour pèse. Avec ce qui s'est produit pendant cet entretien antérieurement, je pense que tu peux utiliser des mots plus forts si t'en as envie. De la merde. Non, pas du tout. Non, c'est pas trop con en tout cas. Non, non, c'est ouais. Alors, je m'attendais à quelque chose de plus incompréhensible. De vraiment genre où j'ai rien pigé pendant 1h30, et c'est pas que j'ai rien pigé, c'est que c'est très c'est plein de rêves et de choses comme ça que quand t'arrives à comprendre un peu l'idée de ce personnage qui est enfermé dans sa tête, et que du coup tu sais que t'es dans des rêves ou des choses comme ça, ou des flashbacks, oui, voilà, ouais. Tu vois à peu près où est-ce que tu vas, mais comme en plus vous l'avez dit, le film est une espèce de boucle. Ça a pas réussi ça m'a pas bien emporté. Musicalement, je vais être sincère, il y a 2-3 morceaux que j'aime vraiment beaucoup, et le reste me fait vachement chier quand même. Donc j'avoue, ouais, je me suis un peu fait chier devant le film, sauf les parties animées où là ça me réveillait tout de suite. J'étais là genre putain, c'est trop stylé. L'histoire que ça raconte, voilà. Moi j'étais un peu, j'étais pas endormi, mais il y avait des moments où j'étais un peu, c'était un peu compliqué, et d'un coup j'ai fait oh, des nazis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est la bagarre et tout, je fais oh. Attends, j'ai raté un épisode ou non, c'est juste que les épisodes sont flous. Voilà, ouais, c'est ça.
c'est une expérience. Donc ouais, non, je redoutais, j'ai pas passé un moment exécrable, mais je sais pas si un jour je le reverrai. J'ai trouvé ça intéressant et compliqué, quoi. Voilà. Ouais. Michael sera peut-être un peu plus gentil que moi, peut-être. Alors, je pense qu'il est difficile de dire qu'on peut aimer ce film. On peut dire qu'on n'a pas passé un mauvais moment devant. C'est l'inverse de Chantons sous la pluie. C'est difficile de dire qu'on peut pas aimer ce film. non mais c'est difficile de dire qu'on peut l'aimer. Ouais, c'est vrai. Non mais je suis tout à fait d'accord. Tu ne peux pas dire j'aime ce film parce que rien ne t'invite à l'aimer. C'est la plongée dans la psyché de du personnage de Pink. Et moi par contre je suis absolument pas d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas de scénar, ou en tout cas qu'il est mal fait, parce que je trouve que c'est pas un scénar cinématographique au sens classique du terme. Mais moi j'aime bien ce truc de l'histoire passe pas par le dialogue. J'aime bien que ça passe par la mise en scène, la musique des Floyd, même si moi c'est assez nébuleux pour moi parce que je suis pas assez à l'aise en anglais pour comprendre bien tous les tenants et aboutissants de certaines chansons, en tout cas. Mais j'arrive à comprendre, et via la mise en scène de Parker, j'arrive à le comprendre. Et tout ce qui est dessin animé, moi je trouve ça vraiment chouette. C'est super chouette. C'est très impactant. Il y a plein d'images qui sont ultra fortes. Moi je pense notamment à peut-être le seul moment de bonheur dans ce film, mais qui est bloqué dans cette espèce de photo où Pink est avec sa femme et il sourit, notamment où quand elle apparaît plusieurs fois, je crois qu'elle apparaît 2 ou 3 fois, et il y a une fois où il la regarde, donc on comprend que effectivement il a perdu peut-être l'amour de sa vie à cause de ce mur mental qui s'est monté. Et la deuxième fois où il arrive, c'est après que je crois qu'il y a eu un bordel, où il a foutu le bordel dans son appartement, et que elle apparaît au milieu de ce capharnaüm très sombre, et cette photo, elle est lumineuse au milieu de tout ça. Et si toi les marteaux t'ont marqué, moi c'est cette photo. Vraiment ce truc vraiment bloqué, un instant crucial dans la vie de Pink, mais qui est bien derrière, et c'est peut-être son objectif de retrouver ce que cette photo dégageait de lui, en tout cas. Oui. Pas forcément le fait de retrouver sa femme, même si on comprend que il a énormément de regrets. Il y a plein de choses. C'est un personnage tourmenté, spoiler. Mais je trouve ça très 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 fort, moi, la mise en scène de Parker, avec plein d'images, comme tu disais, avec les croix sanglantes, son père qu'on voit totalement se faire lapider la gueule par un avion. Ouais. Moi j'aime la séquence d'ouverture, elle est déjà brute de décoffrage. Elle est brute de décoffrage, et on comprend tout de suite, en fait, ça te met directement dedans, et tu comprends tout de suite que les traumas du personnage, qui en plus, plus le film avance, tu comprends qu'il n'y en a pas qu'un seul, et que avec cette mère qui prenait peut-être un peu trop de place, on a aussi, on n'a pas parlé de ça, mais l'acteur qui fait le gamin. Moi, je le trouve très, très, très chouette. Comme, il y en a un qui le fait vraiment tout petit, et un autre intermédiaire. Moi, je parle de cet intermédiaire, qui est un jeu un peu comme on pourrait retrouver dans les vieux films, un jeu un peu adulte. Mais cette façon de se tenir, voilà, moi le gamin était cool. Je trouve qu'il fait le taf, il fait sa gestuelle. On parlait dans le podcast précédent d'il y a 3 semaines, justement on parlait de Singing in the Rain avec le muet. Je trouve on est pas loin dans son jeu. On comprend tout via sa gestuelle. Et la mise en scène, que je disais tout à l'heure. Donc là-dessus, moi je trouve ça assez limpide. Là où c'est un peu moins limpide et un peu plus nébuleux pour moi, comme je disais, c'est la compréhension des paroles des chansons, et aussi tout cet aspect que j'ai pu comprendre avec ta présentation, tout cet aspect d'un seul coup, il se transforme en dictateur, et que ça se rapproche totalement du H, si on peut l'appeler comme ça. Oui. J'ai pas compris, et c'est avec ta présentation que je comprends, où en fait il se voit vraiment comme un dictateur. Je pense qu'il s'imagine que la dernière étape d'un public qui finalement ne vient même plus pour le voir, mais pour être là. C'était la réflexion que Waters s'était faite déjà à la base.
il deviendrait presque facile de l'endoctriner. En fin de compte. Non mais oui, je comprends. Et de là, l'esprit part en couille et puis ça débouche sur ça. Oui, d'autant que c'est la vision de quelqu'un qui est extrêmement torturé, certainement qu'il prend des tonnes de drogue, c'est pas certainement, enfin c'est même sûr. Déjà, celle qui lui permet de se soigner, déjà. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, non, moi j'ai vraiment, encore une fois, c'est difficile de dire apprécier parce que c'est en tout cas c'est une expérience qui est assez intéressante, je trouve, de voir. Et enfin, franchement, c'est et, tiens, je vais encore le répéter, c'est chouette. Oui. Non. Et puis moi, tout ce côté vraiment dessin animé, qui même parfois, parce que on l'a pas dit, mais on a des moments qui se passent avec en IRL, en image, en live. Oui. Et puis on a des moments de dessin animé, mais aussi on a certains moments assez rares, mais ils sont présents et on peut les souligner, où il y a un petit mélange des deux. Avec notamment, je pense à cette scène où il y a l'ombre qui se transforme dans la chambre là, quasiment vide là, oui. Exactement. Et là, je me dis que effectivement, l'acteur principal de base, c'est un musicos, oui. C'est un chanteur. Et ben, bordel, moi je le trouve talentueux d'un point de vue ce qu'il est capable de faire ressentir et de transmettre de son personnage, et je le trouve très juste. Non, franchement, pour moi c'est un film, et c'est un bon film. Voilà. Et ce n'est pas un clip longueur, quoi. On n'est pas sur un clip voir extensible. à peu près ce qu'on veut, après tout. Exactement. Moi je pars du principe que c'est vraiment pas forcément important, parce qu'il y a d'autres films qui sont bien plus importants, même des films plus expérimentaux qui sont plus importants que celui-ci. Mais je trouve que rien que pour l'exercice de style, c'est important de le voir, et c'est important que ces images soient encore là, quoi. Ah, oui. Oui, bien sûr. Je tiens tout de même à signaler, quand je donnais mon accord par rapport au fait que l'idée de c'est un clip, moi je vois rien de négatif avec le clip. Hein. Non, mais totalement, oui. Le clip, ça a été tout et son contraire, mais le fait est qu'il y a eu des choses très intéressantes. En fait, moi je dis que pour moi c'en est un, parce que c'est simplement de la musique qui est mise en image pendant 1h20. Avec quelques petites scènes en fonction des séquences, c'est vraiment de façon très littérale en plus. Voilà, donc par rapport, donc pour moi c'est factuellement, en tout cas dans ma façon dont j'imagine le sens d'un clip, c'en est un. Mais c'est pas pour autant que c'est négatif du tout. Et puis j'ai pas parlé d'un truc, je suis désolé, hein. Mais moi, cette scène avec tous les gosses là, qui sont dans un espèce de labyrinthe, et ils marchent partout avec leurs masques et tout. Ah oui, les masques, oui. Mais waouh, mais quelle puissance de frappe cette image. Enfin, cette séquence, pour moi c'est ouf, quoi. C'est vraiment le. Puis bon, à la fin il termine dans pas de bol, ça fait du pâté. Le pâté. Mais waouh, l'impact des images. Mais si jamais une fois dans ta vie t'as la chance de pondre un film, et que même si c'est pas un film marquant, mais pris pour que tes images elles aient cet impact-là, moi je trouve ça waouh, fort. À noter la présence de Bob Hoskins. Aussi, oui. Un des rares acteurs connus du film, qui intervient, qui était pas forcément jeune à l'époque, mais c'était Roger Rabbit et quelques autres titres où on l'a vu n'étaient pas encore arrivés. Oui, il joue le rôle du manager, il fait le manager qui s'excite beaucoup, comme tous les autres personnages. Oui. Voilà, mais je voulais juste mentionner la présence de ce gars-là. Voilà, que j'aime bien en plus. De toute façon, tous les personnages autour de Pink ont l'air de s'exciter vachement, alors parce que Pink est monolithique de ouf. Soit il dort, soit il est groggy. Voilà, il est groggy, oui. Et on va pouvoir se tourner vers mon film, qui est tout aussi joyeux. Ouais, donc, dans un registre un peu différent, mais pas fun. Mais voilà. Donc c'est parti, on va suivre le cours de J.K. Simmons avec Whiplash. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's Top Jazz Orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. 5, 6, and. I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and.
Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Aujourd'hui est un jour historique. C'est celui où je fais un coup de maître. Je coupe l'herbe sous le pied de Quentin pour être le premier à vous présenter un film de Damien Chazelle. Bon, j'ai choisi ce film non pas pour la gloire d'être un salopard, mais parce que ça m'est apparu comme un choix logique. J'entends parler de Whiplash depuis un bon moment, du genre « oui, c'est trop bien, gneu. » Donc, c'était forcé. Quand David a choisi cette thématique, je me suis dit que la logique était trop belle pour la laisser filer. Donc, désolé Quentin, c'est pas de ma faute, c'est celle de David. D'accord. Bon, je prends. Voilà, je le tiens, tu le cognes, ou l'inverse, c'est comme tu veux. Voilà. Ouais. Alors, du coup, je vais te demander de faire les choses bien, parce que tu sais que Chazelle. Je vais essayer. Voilà. J'ai écrit 2-3 trucs pour essayer que ça soit plutôt cool. De toute façon, ça empêche que vous taperez quand même Babylone. Hein. Je suis désolé. Hein. Bah, moi, tu t'as pas été désolé. Tu connais que oui. J'adore le film. Alors, il faut savoir que du réalisateur, je n'avais vu que First Man. La réalisation, la technique étaient bien, mais franchement, je me suis royalement fait chier et j'en suis le premier désolé. Mais par contre, avec Whiplash... Je te proute. Voilà, je te proute. Mais par contre, avec Whiplash, alors là, attention, hein. J'ai lancé le film et j'ai pris une grosse clacasse dans la gueule, le genre à te faire des petites séances d'apnée à intervalles réguliers pendant toute sa durée. Et le plus fou, c'est que Chazelle avait notre âge, Quentin, quand il a pondu ce classique, c'est-à-dire 29 ans. Je connais Chazelle. Tu raisonnes, non. C'est moi qui l'ai fait. On parle quand même d'un type qui a la confiance d'un mec de la trempe de J.K. Simmons. Le pire, c'est qu'il le dirige bien, ce con. Hein. Non, franchement, c'est qui ce type ? Eh ben, je vais vous le dire, comme le disait notre ancien président de la République tombé depuis un bon moment dans l'indignité. Donc, c'est parti, Damien Chazelle. Damien Chazelle, né en 1985, c'est l'histoire d'un gars qui a failli devenir une star de la batterie. Oui, il était batteur de jazz au lycée et il a eu un prof carrément flippant. Ce mélange d'angoisse et de passion, ça va être sa matière première, pour le film du jour. Comme il l'a dit dans une conférence de presse à Deauville, j'ai été batteur dans un groupe de jazz avec un prof très sadique et j'ai tellement de souvenirs. On a une image du jazz comme étant la liberté, la créativité et pour moi, ça n'avait été que angoisse, peur, larmes, souffrance. Et c'était cette émotion-là qui m'inspirait. Donc, retranscription de la conférence de presse que vous pourrez retrouver sur le site Mondo Ciné, qui est très intéressante d'ailleurs. Donc, après avoir échappé au destin de batteur professionnel, Damien Chazelle s'est orienté vers le cinéma à l'université de Harvard. Et là, c'est le coup de foudre professionnel. Il rencontre un musicien qui partage sa passion pour le jazz et la comédie musicale, Justin Hurwitz. Les deux deviennent colocataires en deuxième année et c'est le début d'une incroyable collaboration. Et leur alchimie, c'était pas juste pour les soirées bière-pizza, ils avaient une éthique de travail de dingue. Justin a souligné à quel point cette rencontre a été formatrice. Donc, là, je vais le citer. Damien et moi avons vraiment lié autour de cette philosophie commune en deuxième année, de travailler très dur et de faire des sacrifices. On s'encourageait mutuellement et on se faisait culpabiliser de ne pas travailler assez dur. Super. Et on a eu beaucoup de conversations sur le fait qu'on voulait tous les deux être très, très, très bons dans ce qu'on faisait et ce que ça prendrait. Interview que vous pouvez retrouver dans Harvard Gazette de 2017. Voilà. Je cite mes sources. C'est bien. Ils mettent cette synergie en pratique dès le premier long métrage de Damien, le film de fin d'études, Guy and Madeline on the Park Bench en 2009, une comédie musicale jazz dont Justin avait composé la musique. Leur collaboration monte en puissance avec Whiplash, c'est le projet le plus personnel de Damien, directement inspiré du trauma de son enfance, voilà, que j'ai cité bien plus haut. Au début, personne n'en voulait. Le scénario traînait et les producteurs se disaient du jazz, non merci.
Damien a dû ruser, on lui a suggéré d'en faire un court-métrage. Donc le court-métrage, c'est la scène culte de la répétition. Pour convaincre les investisseurs, décidément, les S, j'ai du mal. Bingo, le court est un succès, ce qui permet de financer le long. De mémoire, J.K. Simmons c'était déjà sur le... Oui, j'en viens. Ah, pardon. Alors pour Whiplash, le court-métrage, c'était bien J.K. Simmons, Fletcher, dès le début. Mais au départ, le batteur Neyman, c'était Johnny Simmons, aucun lien de parenté avec J.K. Sauf que, coup de théâtre, ils ont préféré Miles Taylor. Apparemment, selon ce bon vieux Johnny, c'était parce que Taylor était... tout frais du succès de Divergente. Hein, quel succès, quel film. Oh mon Dieu. C'est vrai qu'il avait fait ça, lui. Ah ouais, c'est horrible ce film, j'aime pas. Il y en a plusieurs. Il y en a 3, je crois. Ouais. Voilà. Et du coup, Johnny a soumis en interview que c'était toujours mieux d'avoir une personne plus bankable que lui pour vendre le film. Cependant, pour le film suivant de Chazelle, La La Land, hein, c'est une petite anecdote rigolote, c'est exactement l'inverse qui s'est passé pour ce même Miles Taylor. Il était pressenti pour le rôle, en compagnie d'ailleurs de Emma Watson, hein, ce qui aurait donné certainement un autre film. Il aurait demandé 8 millions de dollars au lieu des 6 millions qu'on lui avait promis. Résultat, Chazelle lui a préféré Ryan Gosling, et en plus de ça, il a donné à Ryan Gosling 8 millions. Voilà. Dommage, Miles. Bon, après, il rebondira. Hein. Récemment, on a vu, il est quand même dans certains succès, comme par exemple Top Gun Maverick. Donc ça va, il rebondit bien. Ou The Gorge. Oh, quelle purge. Ouais, c'est oui, alors Top Gun Maverick est pas un chef-d'œuvre non plus. Hein, mais oui, mais bon, c'est sympa. Oui, non, mais il est quand même. Il est quand même sur un gros blockbuster qui fonctionne à fond. Tout à fait. Il a son nom, l'affiche une grosse avec affiche. Tom oui, fucking Cruise. Oui, oui. Certes. Après, j'ai quand même l'impression de ne pas le voir beaucoup, ce gars-là. Si, moi, je le vois de temps en temps. Bon, il était dans le très catastrophique et film raté, Les 4 Fantastiques, où il jouait Red Richards. Mais bon, bref. Il n'y a pas besoin on va pas parler. On parle d'un bon film, là. Oui, non. Oui. Messieurs, on se recentre. Donc, on se recentre avec quoi ? Avec le point pitch. Donc, le film suit Andrew Neyman, un jeune batteur de jazz obsédé par l'idée de devenir l'un des plus grands. Donc, sa rencontre avec Terence Fletcher, son prof et chef d'orchestre tyrannique, transforme sa vie en enfer. Fletcher utilise des méthodes abusives et psychologiques, oui, effectivement, c'est bien ce que j'ai écrit, pour pousser Andrew au-delà de ses limites, le forçant à s'entraîner jusqu'au sang pour atteindre la perfection. Donc voilà, j'ai quelques lignes pour c'est résumer. Le concept de base. Oui, voilà. C'est le concept. Quand on regarde Whiplash, on est loin du film feel good sur l'apprentissage. Il faut oublier le petit discours du genre « c'est pas grave mon petit, un échec c'est juste une étape vers le succès ». Non. Chez Fletcher, si tu rates, tu prends un pupitre dans la gueule. Moi je vois la relation entre Neyman et Fletcher un peu comme un pacte avec le diable. Neyman se fait démolir moralement, il travaille jusqu'à ce que ses mains saignent, comme s'il boxait contre un mur, mais il a signé pour ça. Il est obsédé par l'idée d'être un grand, voire une légende, et Fletcher, c'est le seul qui peut lui garantir cette place. C'est un deal terrible, le prix à payer étant son équilibre mental, sa vie sociale, un coucou sa chérie qui se fait plaquer salement, et des litres de sueur et de sang. La récompense, l'excellence absolue, qu'on retrouvera dans la scène finale. Mais j'arrive plus tard avec cela. Le truc fou, c'est que sous cet océan d'insultes et de pupitres de musique qui volent à travers la pièce, il y a une forme tordue de bienveillance. C'est la bienveillance du bourreau qui dit « Je te fais souffrir, non pas pour te détruire, mais parce que je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même. » Et ça, c'est beau. Si Andrew n'était qu'un musicien moyen, Fletcher l'ignorerait. Le fait qu'il s'acharne, c'est la seule preuve que Fletcher l'estime. C'est sa manière brutale de dire « Tu peux y arriver, mais seulement si je te pousse au-delà de la folie. » Enfin, la folie. Si, on n'en est pas loin, parce que l'accident de voiture, et ensuite il y retourne pour aller battre. Ouais. Enfin, ça dure pas longtemps. Hein. Oui, effectivement. Le pacte est simple.
la souffrance contre la gloire. Et Neyman est tellement assoiffé de gloire qu'il accepte le marché. C'est une relation hyper malsaine, mais c'est l'alchimie parfaite entre deux personnes prêtes à tout pour que la musique soit plus grande que leur humanité. Je suis très content de cette phrase. De fou. Ouais, du coup, mais c'est vrai qu'il y a un côté faustien dans leur relation, ouais. Ouais. Parlons maintenant un peu plus du personnage de Neyman. Pendant ces scènes de batterie, Miles Teller cesse d'être un étudiant. Il devient une machine, c'est l'évolution du personnage la plus fascinante du film, je trouve. Ce n'est plus un homme qui joue, c'est un athlète de haut niveau. Pendant un entraînement de sport de combat, le visage de Teller se déforme par la grimace, la sueur coule à flot, il n'a plus l'air humain, mais possédé. Il y a une rage, une détermination que Fletcher a réussi à libérer. Pendant ces scènes, d'ailleurs, Chazelle met sa caméra là où il fait mal, là où ça fait mal, pardon. Les plans très serrés sur les mains en sang, les ampoules, les baguettes qui frappent sans répit, c'est hyper intense et on sent l'épuisement, la douleur et cette pulsion qu'a Andrew de continuer malgré tout. Taylor réussit à montrer que cette performance n'est pas faite par plaisir, mais par nécessité et par réponse à l'abus de Fletcher. Sa technique est quasiment inhumaine, du moins comme la caméra de Chazelle nous le montre. Et le film nous montre le prix de cette technique. L'évolution de Neyman est fantastique, car elle est terrifiante. Il atteint son rêve de devenir un grand, mais en devenant une espèce de monstre, et on le voit minute par minute sous la caméra de Chazelle et grâce à l'engagement physique total de Taylor. Et oui, parce que la réponse qui vous brûle les lèvres, je le sais, est-ce que c'est Taylor qui joue de la batterie ? Eh ben ouais, sauf à quelques moments où c'est celui qui s'est occupé de la ZIC, Hurwitz qui joue, mais la plupart du temps c'est Taylor qui joue, mais la majorité des scènes sont jouées à 100% par l'acteur, ce qui est assez impressionnant moi je trouve. Hein. Effectivement. Oui, il faut reconnaître, oui. Maintenant, parlons de J.K. Simmons, alias Terence Fletcher, et de sa performance qui nous a tous mis à terre. Franchement, les gars, j'ai envie de dire waouh, mais quel enfoiré. Le type a raflé l'Oscar, le Golden Globe, décidément j'en perds mon latin, et plein d'autres récompenses avec son rôle en mettant des fessées à des légendes comme Ethan Hawke, Mark Ruffalo, Edward Norton et même Robert Duvall. Quand tu mets ces mecs sur le banc pour prendre une statuette, c'est que t'as fait plus que jouer, quoi. T'es talentueux, quoi. Moi, j'ai une courte vie de cinéphile, mais je crois que je n'ai jamais vu une incarnation pareille. C'est simple, Fletcher, il est fantastiquement détestable. C'est son charisme poussé à son paroxysme qui rend la chose géniale et terrifiante à la fois. Il est magnétique. Dès qu'il rentre dans une pièce, il bouffe l'écran. Même quand il est silencieux, il t'hypnotise. Il passe du mode père spirituel sympa au mode sergent instructeur enragé de Full Metal Jacket en un battement de cils. Tu ne sais jamais s'il va te donner un compliment sincère, spoiler, ça n'arrive jamais, ou te balancer un pupitre dans la gueule. Parce que oui, hein, l'image du pupitre revient assez régulièrement dans ma présentation, mais c'est parce qu'elle m'a bien marqué, et qu'elle arrive de nulle part d'ailleurs. Mais il lui lance pas plutôt une cymbale dans la gueule ? La cymbale, c'est c'est l'anecdote, ouais. C'est ça. Mais ok, ouais. Sur Charlie Parker, ouais. Il est détestable, oui, parce qu'il nous montre la laideur de l'abus, mais il est si convaincant dans sa folie qu'on ne peut pas détacher les yeux de lui, de sa personne en tout cas. C'est le méchant qu'on adore haïr, parce qu'il est incroyablement bon dans son rôle de bourreau musical. J.K. Simmons a pris ce personnage et en a fait une légende cinématographique. Bref, un grand good job, même s'il nous ferait certainement regretter cette expression. Et donc, pour finir, on ne peut pas parler de Whiplash sans s'arrêter sur les 10 dernières minutes. C'est le moment où, très honnêtement, on a l'impression que le film nous dit « Tu veux de l'intensité ? Eh bah, prends-toi ça dans la gueule !» C'est une véritable leçon de mise en scène. Pourquoi ? Parce que pendant tout le film, qui est le chef d'orchestre ? Au propre comme au figuré, c'est Fletcher. C'est lui qui hurle, qui lance des chaises et qui mène le tempo. Mais là, dans cet ultime duel, on a l'inverse. C'est Andrew qui,
après avoir été humilié, se relève non pas pour jouer pour Fletcher, mais pour jouer contre lui. Il le force à le suivre. C'est l'élève qui prend le contrôle du rythme, c'est le batteur qui devient le chef d'orchestre, et Fletcher est obligé d'aborder une nouvelle partition, à la sueur de son front d'ailleurs, avec cette fameuse, ce fameux moment où il enlève sa veste et c'est assez impressionnant parce que bon, j'ai parlé de mon amour pour J.K. Simmons un peu plus tôt, mais c'est là où vraiment on est quand même sur le climax du truc, quoi. C'est d'une intelligence d'écriture incroyable, car ça vient contredire et sublimer tout ce qu'on a vu avant. Le thème n'est plus comment devenir le meilleur, mais jusqu'où iras-tu pour te venger et te prouver que tu es le meilleur. Et bien sûr, je ne reviens pas sur le jeu des acteurs parce que je l'ai déjà dit et je risquerais de me répéter, mais franchement, on a 2 acteurs au sommet de leur art qui n'ont même plus besoin de parler, leurs regards et leurs gestes disent tout, c'est juste incroyable. À vous, messieurs. Wow. Oh je suis désolé, j'ai lancé un blanc. Non, c'est que ça se termine d'un coup, mais c'était très bien. Oui. Très très bonne présentation. Fin abrupte. En même temps, le film l'est beaucoup, donc. Effectivement. Voilà. Justement sur ce climax en plus. Voilà. Effectivement. Et il se termine de façon très très comme ça. Je suis peut-être un peu attendu au tournant. Ah, autant te laisser pour la fin, je pense. Voilà. Ah, si vous voulez. Tu as découvert le film, Bertrand? Oui. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh ben écoute, j'avais un a priori extrêmement négatif vis-à-vis de ce film parce que j'avais commencé à le visionner il y a quelques années, je sais plus quand, en repensant à mon propre prof de batterie qui m'avait dit. Tu as été batteur. J'ai tenté de devenir quelqu'un qui essaye d'apprendre à jouer de la batterie. D'accord. C'est très Non, précis. c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du coup, les 10 premières minutes, mais j'ai pas réussi à aller au-delà. C'était vraiment, il y a eu un truc physique qui s'est installé directement avec Miles Teller, par exemple, et j'ai pas pu. Puis bon, le personnage est tellement imbuvable que c'en est. Tant que t'as pas pris conscience du côté caricatural et justement peut-être presque faustien du truc, c'est juste insupportable à regarder, en fait. Simplement. Quand t'es pas averti, c'est insupportable. Ça, c'est ce que t'as ressenti l'autre fois ou même la première fois, ouais. Et bon, partant de là, sans aller dire que je m'étais documenté, j'étais un peu mieux préparé puisque je savais aussi que c'est un film qui avait plutôt bonne presse auprès de vous. J'ai dit bon, peut-être que la première impression était un peu galvaudée, donc voilà, je m'y suis mis calmement. Et à l'exception quand même de quelques moments où le Miles Teller me sort toujours par les yeux, j'arrive à faire abstraction et je profite du spectacle, tout simplement. Ok. Voilà, alors j'ai pas passé un moment extraordinairement valorisant pour mon goût du cinéma. Ok. Mais c'était bien. Ok. C'était bien. C'était mieux que j'espérais. Alors quand c'est mieux, c'est encore mieux que quand c'est bien. Je sais pas si quand tu t'attendais à quelque chose et que c'est mieux, voilà. C'est limpide. J'ai beaucoup cru que c'était du chiquet, les scènes justement de batterie. Ouais, Ouais. non. Voilà. Non, du coup. C'est pas trop le genre de Chazelle. Non, c'est sûr. Après, Surtout il sait- s'il est batteur lui-même, voilà. Il sait où mettre la caméra, je pense, pour Oui. accentuer la vitesse. Voilà, alors il y a des moments, des choses qui me paraissent un peu improbables dans la réalisation, enfin dans même la possibilité que ça puisse être réalisable. Mais bon, après la suspension de l'incrédulité, hop, Oui. voilà. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est de la fiction, les batteurs. Les mecs, ils savent jouer avec leurs pieds et leurs mains. Et en fait, ils dissocient leurs 4 membres, ce qui est formellement impossible pour des êtres humains normaux. Ce sont des animaux. Tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, à côté de ça, t'as Phil Collins qui chante. Mais Oui, non, mais ça, qui, ce après, type il est pas le seul, ça. Ouais, mais enfin. Oui, non, c'est pas le bref. seul. Mais oui, Il y a Philippe Elchebest aussi qui le fait. Mais- Ouais. Alors là, je sais pas du tout comment rebondir après. Non, mais t'as pas besoin Je sais de pas, dire là-dessus. Je sais pas vraiment quoi faire de cette information. Mais ce qui est vrai. Mais oui, absolument. Enfin bref, le fait est que voilà, j'ai réussi à prendre suffisamment de recul pour apprécier globalement le film avec quelques réserves, voilà, mais bon, la perfection n'est pas de ce monde. Réserve sur l'écriture peut-être sur Miles Teller. Ouais, voilà, mais sur la manière qu'il a sur ce qu'il projette, tout simplement. Mais c'était probablement voulu aussi. Oui, je pense. Donc Je bon, pense que c'est voulu. Voilà, donc à partir de là. Ok.
Oui, parce que je n'aime pas, je n'ai aucune sympathie pour les deux personnages, mais je les aime, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. T'aimerais pas les connaître, en fait. C'est là où c'est un peu rigolo, c'est que t'aimes beaucoup Chazelle, c'est pas, tu t'en caches pas. Je vais y venir, oui. Ouais, mais tu vois, c'est là où le film est largement autobiographique sur sa vie, et en fait, Miles Teller, c'est lui. Oui, et je pense qu'il était aussi désinvolte que ça quand il était plus jeune. Notamment où il parlait avec Urzwix là dans son interview. Urzwix. Ah, mais je suis nul pour les prononciations. Je suis désolé. Pardon. Pour son copain. Oui. Où il se faisait culpabiliser en mode on vise l'excellence, donc va pas dater cette nana parce que ça va te faire perdre une soirée. Alors on parle pas de ça, mais je pense qu'on n'était pas loin de ce genre de choses, tu vois. Toi, tu t'avais dit né en 85, hein, c'est ça? Ouais. 85. Hein. Oui, 85, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il a fait ce film, il avait 29 ans. Donc réussir à aller à ce niveau d'Hollywood, enfin du monde du cinéma de manière générale, avoir un casting pareil, un budget, même si c'est pas forcément aussi énorme, mais avoir en tout cas la possibilité de créer un film comme ça à cet âge-là, c'est qu'à un moment ou à un autre t'as dû faire des sacrifices et t'as dû et d'emmener un de tes acteurs vers les statuettes, quoi, parce qu'il a tout raflé, J.K. Simmons. Oui, en plus, ouais. Donc et il y a un truc de talent. Carrière. Oui. Il y a un truc de talent ou voilà ou de travail et tout, c'est sûr, mais d'investissement, oui. Ouais, voilà. Oui, qui du coup n'est pas. Et oui, j'ai beau adorer son cinéma, je sais pas si c'est un gars que j'apprécierais dans la vraie vie, peut-être que c'est un connard, c'est possible. Je crois que non, je crois que ça va. Mais voilà. Mais oui, avant que je me lance, toi David, toi c'est un film que t'aimes bien, il me semble. Bah alors moi en fait oui, alors je sais plus si je l'ai vu avant ou après Babylone, je me rappelle plus. En fait Chazelle ça partait moyennement parce que j'ai vu La La Land, et alors La La Land moi j'ai des réserves sur le film. C'est pas un film que j'ai détesté, ça m'a pas retourné non plus, j'aime pas la fin, mais ça m'est complètement personnel. Dis rien s'il te plaît. Mais je n'ai pas l'intention de le spoiler. Merci, on parle pas du film aujourd'hui, mais je n'aime pas la fin du film. Alors Whiplash, je me l'étais bien pris dans les dents la première fois, je me le suis repris la deuxième. Je vais expliquer pourquoi. Et puis Babylone, c'est une espèce de truc un peu somme. Le problème, c'est que le mec, il a 40 balais, il a réalisé un espèce de monument, assez indéfinissable d'ailleurs dans l'absolu, et en tout cas en quelques mots, tellement le film est énorme. Je trouve qu'il porte bien son titre. Babylone, ça résume un peu l'espèce d'énorme bordel qu'il a déclenché. Le film est gigantesque à tout point de vue. Ne t'épanche pas dessus, ça viendra. Voilà. Et du coup, je sais pas ce qu'il va faire après. Bon, alors sachant qu'en plus Babylone c'est croûté, mais avec une violence dingue au box-office. Donc d'ailleurs, il rebondit péniblement pour l'instant. Il est un peu aux abonnés. Bon, alors après, il y a des trucs. Il a 40 ans, il a le temps de rebondir un petit peu. Il a son projet qui est en cours. On a bon espoir que 2026 il sorte un film, mais on verra. Peut-être, voilà, bon, mine de rien, 4 ans, tu vois, déjà, pour rebondir. Donc, voilà. Bon, en tout cas, Chazelle, il y a une forte probabilité pour que j'aille voir le prochain. Tout ça pour dire que Whiplash, alors, se situe entre La La Land et Babylone. C'est un sacré film. Pour moi, je suis pas sûr d'être fou de l'histoire qu'il raconte. Les deux personnages sont absolument abjects. Le jeune comme le plus vieux. Alors, même si j'ai une admiration sans borne pour J.K. Simmons, mais ça, moi, de toute façon, ce type-là, il peut jouer dans n'importe quel étron. Du moment où il apparaît, les scènes où il est là, moi, ce type-là, j'ai une passion. Il fait partie de ces seconds couteaux. Bon, là, il est un peu plus qu'un second couteau, évidemment. Mais il fait partie de ces seconds couteaux dans le cinéma américain contemporain que je trouve hallucinant. Il a une gueule. Pour les gens qui nous écoutent, J.K. Simmons, c'est lui qui joue Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Voilà. Donc moi, le chef du le rédac chef du journal du Daily Bugle. Voilà, chaque scène où il apparaît, moi je me régale. Il a joué avec les Cohen aussi, il me semble. Oui, tout à fait. Le truc où il creuse là un tunnel. Là. Il a joué dans Lady Killers. Ouais. Voilà, oui, d'ailleurs. Ouais. C'est rigolo, hein. Oui, c'est très drôle, ça, comme souvent avec les Cohen. C'est chouette comme film. Mais voilà, à chaque fois que ce type-là apparaît quelque part, que ce soit chez des cinéastes que j'aime ou des cinéastes que j'aime moins, peu importe, c'est génial. Et dans Whiplash, la vache, il envoie. En fait, Whiplash, très régulièrement, des films avec des scènes fortes, il y en a un certain nombre. Quand il y a des scènes fortes, il y a une ou deux scènes fortes, et puis le reste du film est bien. En fait, Whiplash, ce qui est hallucinant, c'est qu'en 1h45 de temps, parce que le film n'est pas très long, enfin, on durait le standard, on va dire, en 1h45, des scènes fortes, et on en bouffe un paquet.
Ouais. Je crois que dès que l'autre est derrière sa batterie, dès que J.K. Simmons prend les rênes d'une séquence, ça arrive quand même très souvent dans le film, on peut être sûr qu'à un moment il va se passer un truc. Et moi, j'ai donc revu le film, je l'ai vu 2 fois en peut-être 1 an et demi, grosso modo. La première fois, c'était pas si vieux que ça. Et je l'ai pris dans les dents les 2 fois. Et alors là, la deuxième fois, j'attendais un petit peu plus les scènes au tournant. J'avais le film en tête. Waouh. Il y a plusieurs moments, pour pas dire quand même, un certain nombre de moments où je me prends quelque chose de purement cinématographique dans la gueule, que ce soit en termes de mise en scène. Chazelle sait tenir une caméra, ça, il y a pas de problème. Quentin sourit. Comment ? Quentin Ah ouais, sourit. non, mais enfin, c'est, voilà, là, il se passe un truc, hein, ce mec-là, voilà, ça, c'est incontestable. J'aime beaucoup l'atmosphère visuelle du film, l'esthétique, la photo, tout ce qui se passe dans la salle de cours de Simmons, là, moi j'aime énormément cette espèce d'atmosphère feutrée qui contraste d'ailleurs avec cette ambiance de merde dès que l'autre il gère ses élèves, enfin c'est parce que c'est juste atroce, mais ouais, j'aime l'atmosphère visuelle du film. Arriver à me faire aimer à ce point-là un film où les personnages sont aussi antipathiques, c'est pas donné à tout le monde. Chazelle a réussi, voilà. Mention spéciale. Ce qu'elle raconte est fascinant. Mais c'est ça. Et puis alors, cette espèce de climax, t'en as parlé, Mika, hein, mais moi, cette espèce de climax de dingue où, on spoil les films, hein, je sais plus si on l'a dit, mais bon, là, de toute façon, on spoil les films qu'on traite. Où en fait Simmons l'a fait un peu à l'envers au personnage de Miles Teller. Il a très bien compris que il est en partie responsable, pour pas dire complètement responsable, de sa déchéance, qu'il a été viré de l'école où il donnait des cours, etc. Il lui fait à l'envers en le faisant venir sur une scène où il va au dernier moment changer de partition, changer de morceau pour en rajouter un. Ou en rajouter un, pardon, pour le mettre en défaut, pour l'entuber et qu'il passe pour un con. Et puis il se passe une espèce d'alchimie menée par la musique, par le rythme de la musique et par le talent de l'un et puis le talent de l'autre. Finalement, il y a une espèce de connivence qui se met en place entre les deux. La gestuelle, même quand il parle pas, Simmons, il se passe un truc. La gestuelle qu'il a dès qu'il s'adresse à Teller, ces mouvements qu'il a aussi très réguliers pour les faire stopper quand ils tapent sur leur batterie. Notamment pendant ce casting là où il y a 3 batteurs. La scène où il y a les 3 batteurs, il les fait tourner les uns après les autres. C'est à ce moment-là qu'il y a une cymbale qui dégage. Ouais, peut-être bien. Enfin, voilà, on pourrait repasser la moitié du film en revue pour dire tous les moments forts, mais c'est assez magistral. C'est magistralement joué, c'est magistralement filmé. Il se dégage une puissance d'un film qui a priori à la base raconte un gars qui suit des cours de batterie avec une ordure. Ouais, comme ça sur le papier. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je l'ai vu avec un de mes colocs là et qu'il avait pas vu et il a bien aimé et je lui ai dit merci de m'avoir fait confiance parce que je l'ai pas obligé, mais je lui ai dit s'il te plaît fais-moi confiance parce que quand je lui dis le pitch. Et lui, il aime bien la musique, il fait un peu de musique et tout, mais la batterie, le jazz en plus. Ouais, voilà. Oui, le jazz. S'il y a un mec autour de la table qui a rien à foutre du jazz, musicalement, c'est moi. Hein. Alors, moi, j'aime bien le jazz. Et là, il se passe quelque chose. Quoi. En fait, j'aime bien le jazz parce que le cinéma aime bien le jazz. Et du coup, il y a plein de films qui parlent de jazz, dont le jazz est présent, Collatéral par exemple. Et ce qui est marrant, c'est que il a eu du mal à le monter parce que ça parle de jazz. Ouais. Oui, mais c'est parce que maintenant c'est moins le cas. Mais historiquement, le cinéma et le jazz, c'est. Il y a un peu une histoire d'amour quand même. Ouais, oui, bien sûr. Il y a plein de projets. Mais parce que le jazz est une musique, beaucoup d'improvisation, beaucoup de live, et du coup le cinéma permet de lui donner un peu vie et de donner corps à des moments. Et donc c'est très puissant. Puis c'est une musique qui se ressent beaucoup, donc c'est comme beaucoup de musique, mais il y a en particulier, puis il y a plein de films, etc. Bref. Donc oui, non, je l'ai montré à mon coloc et je lui avais dit, il a bien aimé et je lui avais dit, tu vois comment c'est invendable comme que tu vas voir, c'est un super film et puis c'est plus qu'un super film, c'est vraiment un film vraiment immense. Ouais, c'est costaud. Oui, c'est costaud. Et ça parle d'un gars qui veut faire de la batterie, donc va le vendre quoi. Voilà. Le pitch tient sur 4 lignes. Hein. Ouais. Oui, mais c'est pas étonnant qu'il en ait un peu bavé, Chazelle d'ailleurs, à vendre le projet, qu'il soit obligé de tourner un court-métrage vantant que ce soit quasiment une pub, pour avoir méga vu, pub. Moi, j'ai vu le court-métrage qui est disponible sur YouTube. Ouais. Si vous êtes curieux, vous irez le voir si c'est pas déjà le cas. Mais c'est justement cette scène où
où J.K. Simmons il se retourne vers ses musiciens et fait il y en a un qui est... il y en a un de vous qui joue faux. Ouais. Et donc il y a j'avais quelqu'un oublié qui... cette scène-là, putain. Il y a quelqu'un qui doit se dénoncer, personne se dénonce, et en fait il va vers un mec. Et là, attention, je cite Simmons dans le texte. Alors Groslard, tu joues faux ou pas? Et il finit par dire oui. Ouais. Et au final, il ne jouait pas faux. Il le dit après, une fois qu'il a pris la porte, le mec, il jouait pas faux, mais il le savait pas. Ou il enfin, le un truc pas, comme ça. Et du coup, ça fait de lui un moins que rien à ses yeux. Et en plus, juste après, il savait qu'il jouait faux. Il se retourne et fait par contre, tu me changes ça. Ouais. Mais putain, puis en plus la prestance de J.K. Simmons. Ah oui, non, mais il est impressionnant. Je suis sûr que dans son contrat, il y avait marqué mets-moi un t-shirt moulant, parce que c'est un monstre en plus. Il a une présence et puis ça joue beaucoup son physique qui est assez atypique. Moi, il me rappelle beaucoup. Alors c'est un peu une tortue. Pas de cheveux et tout. Mais du coup, ça lui donne une certaine image et très. Comme tu le disais, unique en fait. Ah ouais, il est totalement unique, il a un physique unique, il n'y a personne qui lui ressemble. Franchement, je vais pas refaire un monologue sur J.K. Simmons et je vais laisser Quentin parler un petit peu. Ok. Alors, cette histoire d'amour, elle a commencé comment, Quentin, entre toi et Damien? La La Land. Oui. La La Land. City of Stars. Oui. Je l'ai vu un soir et il y a 2018, donc il y a 7 ans. Décidément. J'ai vu beaucoup de films cette année-là, donc mais bientôt ce sera 8 ans, mon cher. Je le vois et le lendemain je me rends compte que je chantonne encore les chansons et tout, et que j'ai un peu envie de revoir genre des bouts, et le lendemain soir je remets le film, ce que je ne fais jamais. Il y a des gens qui peuvent bouffer les films ou les relancer et tout après. Moi je faisais ça ado, adulte. Les enfants de 6 ans le font souvent. Oui, voilà, mais même ado je le faisais encore un peu et tout, mais après j'ai un peu arrêté. Mais il y a des adultes qui le font, et voilà, chacun consomme le cinéma comme il veut, mais je fais plus du tout maintenant. Je vois un film et puis voilà quoi. Là c'était un besoin vital de le revoir. Donc donc ça a été à ce moment-là. Ensuite j'ai vu Whiplash. First Man, je l'ai vu un peu après aussi. Moi, Chazelle, en fait, je l'avais dit dans le fameux épisode de Proust, voilà. Moi, je peux pas. Ils sont trop différents tous les trois, donc je peux pas les différencier. Mais j'ai 3 cinéastes de cœur, mes 3 cinéastes préférés. J'ai Léon, j'ai Miyazaki et j'ai Chazelle. Chazelle, c'est le seul qui est... Alors, Miyazaki est encore en vie, avec de la chance, Inch'Allah, il nous sort un autre film. Peut-être. Voilà. Mais on verra bien. Il est dessus, mais il est vieux, donc il a encore le temps pour en faire 2-3, mais il peut très bien mourir demain, quoi. Donc Oui, sachant que le dernier, ça a mis 10 ans à... Oui, c'est ça, c'est qu'il concrétise pas facilement les projets. Oui, donc, alors, de ce que j'ai pu comprendre, on est totalement plus dans le Putain, sujet. il a placé Miyazaki quand même. Non, de ce que j'ai pu comprendre, on est plus dans le sujet, mais il a un projet qui est plus concret, qui plus avancé peut-être, parce que la dernière fois, en fait, si ça a mis autant de temps, c'est parce qu'il est parti sur d'autres choses, mais au final, la création du Garçon et le Rond, c'était genre 3-4 ans. Donc ça a pas été si long que ça. C'est juste qu'il a fait d'autres choses avant, quoi. Bref. Et Léon est mort. Voilà. Donc il reste Chazelle. Et Chazelle, il a fait 4 films. Et c'est un peu une bénédiction pour moi d'avoir un de mes cinéastes préférés qui est si jeune et qui a encore tout le temps devant lui pour faire des choses. Moi, il y a un truc qui se passe avec ce gars. Il y a... ce qu'il raconte, la mise en scène... c'est difficile de trouver des mots, en fait. Il y a un truc d'évidence qui se passe, moi, dès que je regarde un de ses films, la façon qu'il a de mettre en scène ses images, comment il joue avec le rythme. Moi, il y a surtout un truc de rythme qui me fascine. Whiplash, je dis, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est vraiment un film que j'aime énormément. Je l'ai dit, c'est un de mes cinéastes préférés. Il a fait que 4 films, donc évidemment, les 4, je les adore. C'est le film que j'aime le moins de lui. Mais alors, c'est vraiment pour vous donner une idée à quel point j'aime le gars, parce que je trouve le film immense, il me fout des claques de fou. C'est juste que j'aime encore plus les 3 autres. Voyez First Man, il est souvent oublié, c'est trop bien First Man. Ouais, je le regarderai peut-être encore une fois pour voir. Voilà. La La Land, pour moi c'est immense, j'adore la fin, ça c'est mon avis et tout. Et Babylone, je veux pas faire de hiatus dessus trop longtemps, c'est juste que c'est...
Mark my word, dans 20 ans on en parlera comme d'un des films les plus importants de sa période, mais voilà. C'est une de mes grosses claques moi de ces 2-3 dernières années, ça y a pas de problème, c'est clairement. Voilà. Tu dis 4 films, c'est 5 parce que d'ailleurs t'as dû le citer dans ton discours Mika, mais son tout premier alors que j'ai pas vu, qui doit pas être super visible d'ailleurs. C'est ça. C'est pour ça que j'ai mais du coup il y en a un premier, C'est pour ça que j'ai souvent tendance à l'oublier. Effectivement, merci de me contredire, il y a un 5e film. Je te contredis pas, c'est juste que je précise. Voilà, oui, non, c'est vrai. En fait, c'était pas pour te contredire. C'est ça, c'est un projet d'études. C'est un peu comme. Mais c'est un long métrage parce que je crois que sur IMDb ils annoncent une durée de long métrage. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme Nolan, on dit souvent que son premier film c'est Memento alors qu'il y a Following, mais ça a été fait, je crois que budget de $10,000. Oui, c'est un petit film. Il n'empêche que voilà, c'est vrai que c'est son premier vrai film. Oui, puis le premier film, ça veut dire c'est pour un mec comme Chazelle, ça peut être méga intéressant de le regarder. Oui, d'autant plus que ça tourne autour du jazz. Encore une fois. D'accord. Donc non, j'aime beaucoup. C'est comme je disais, il y a un truc de rythme. Je le vois en fait. Moi, le début du film, pour moi, mais tout le film, bien sûr, mais c'est un bon exemple. Le film commence dans cette salle là d'entraînement où il est tout seul en train de jouer, dans une salle de répétition. Donc Miles Teller, enfin le personnage de Andrew Neiman. Il est en train de jouer dedans. Il est au loin. On est dans un couloir. Il est au loin dans cette pièce et la caméra avance vers lui. La mise en scène est là et on se pose pas trop de questions, juste on voit ce personnage au loin et ça se rapproche, la musique aussi se rapproche, devient de plus en plus forte et on se dit juste qu'on se rapproche mais sans trop y faire attention, et là on comprend après qu'en fait on était à la place de Fletcher et qu'il s'approchait, et donc tout de suite ça te donne déjà une idée que le cinéaste aime bien faire en sorte que sa caméra soit les yeux de quelque chose, te donne quelque chose à bouffer. C'est pas juste un plan qui te manque quelque chose, c'est qu'il va te faire avancer dans la scène pour faire raconter quelque chose avec son mouvement, et ça il le fait tout le temps, et donc t'as ce truc d'échange qu'on a déjà dès cette première scène, mais qui sera mis encore plus en valeur à la toute fin, dans cette grande on pourrait y revenir tellement de fois, mais cette grande apothéose musicale qui est à la fin. Tout me fait jouir dans cette scène de fin, mais le moment où ils se font des échanges là, et où t'as Neiman qui fait un espèce de solo, il s'arrête, là la caméra elle tourne vers Fletcher, là il lance en tant que chef d'orchestre, il lance les autres musiciens les petits coups de trompette où ils font juste 3-4 notes là, et juste après la caméra se retourne et il fait ça comme ça 3-4 fois là. Ce langage de cinéma là, moi c'est ça en fait que j'aime. Beau. C'est super beau. C'est ça que j'aime autant chez Chazelle, c'est pour ça que j'aime autant ce gars, c'est que j'aime tous ses plans. J'aime comment il construit ses plans, j'aime comment il monte quelque chose, j'aime comment il rythme parce qu'il fait il me semble qu'il fait le montage également dans ses films. Je l'ai pas noté. Il me semble bien, et j'aime comment le montage est géré. Ou alors sinon, je serais pas surpris d'apprendre que c'est la même personne qui fait le montage à chaque fois, parce que il y a une cohérence. C'est très probable, oui. Il y a une cohérence qui se fait, et surtout, en fait, il y a une espèce de triptyque parfait entre Chazelle à la mise en scène et à l'écriture. Le montage, que du coup faudrait vérifier si c'est lui qui le fait. Je suis en train de vérifier. Et la musique. Parce que Hurwitz fait la musique de tous les films de Chazelle, et d'ailleurs on l'a pas vu spécialement ailleurs. Nope. Le montage c'est Tom Cross. D'accord, merci. Tom Cross qui a bossé sur Whiplash, Joy, La La Land, First Man et Babylone. Ouais, il a donc fait les montages des 4 derniers films de. Et plus que ça, il a fait quasiment rien d'autre que ça. Et Hurwitz, c'est la même chose. Hurwitz, parce que du coup, tu as cité 5 films. Attendez, je tiens à signaler quelque chose. Ce monsieur est le monteur de La Nuit nous appartient de Monsieur Gray. Oui, bah ça va, oui, il a un joli palmarès. Ah oui, donc il a fait d'autres choses aussi. Il a fait d'autres choses. Son premier, en fait, en tant que monteur, de ce que je vois, c'est film de Ang Lee, Chevauché avec le diable. Ok, oui, voilà. Ouais, et ensuite, il a enchaîné avec Le Gray, et ensuite Une famille très moderne de Gordon et Speak. Je ne connais pas ces gens. Puis ensuite, oui, il a enchaîné avec le cinéma de Chazelle. Ouais, d'accord. C'est que Chazelle, il s'entoure d'une équipe et il reste beaucoup avec le Hurwitz. Voilà, il a pas fait de musique avec. Je viens de voir, c'est le monteur de Deadwood.
aussi, de la série Deadwood. Ah oui, il est bossé sur Deadwood. Oui, ça va. Oui, donc d'accord, ça va. c'est Oui, donc pas Joel rigolo. Non, c'est pas un manchot, le gars. Ok. À la toute fin du truc, on arrive à sortir Joel rigolo. Moi, je trouve que c'est un Ouais, exploit. on a eu Miyazaki il y a 10 minutes. Non, mais c'est parfait. Par contre, je devrais Non, regarder ouais. l'ordinateur pour les recherches, c'est vachement bien. Oui, c'est bien. C'est effectivement très pratique. Mais non, j'aime trop ça. Juste une fois que cette scène est terminée, l'intro, la musique continue, enfin une autre musique retentit, on va dire, et on a des plans de coupe de ville de New York du coup, et c'est rythmé avec la musique. Rien que ça, en fait, c'est tout le temps. Il joue avec la musique de sa mise en scène, de son montage, et en plus de ça, les histoires qu'il raconte, moi, me fascinent. Là, en l'occurrence, on vous l'avait déjà dit, mais je trouve ça absolument fascinant, ce truc de voir cette espèce de moralité, cette ligne sur la moralité où tu sais jamais trop où te placer. Tu te dis, j'ai envie de détester tout ce monde, tout cet univers et tout. Pourtant, t'as ce final qui te fait un peu regretter cette pensée, parce qu'au final, c'est d'une virtuosité sans limite, cette fin-là. Il y a aussi la scène, il y a les scènes à côté que j'aime beaucoup de Niemann, que ce soit les scènes avec sa copine, où j'aime beaucoup leur histoire d'amour. Elle est très touchante, elle fonctionne bien. Oui, mais il se comporte comme une ordure avec elle. La scène où il l'éjecte, elle est absolument atroce. Ça dure vraiment pas longtemps dans l'intégralité du film, en fait. C'est très peu de choses. Je crois qu'il faut 3 scènes avec elle. C'est assez court, c'est assez court, effectivement. Le pire, c'est lui qui l'invite, c'est lui qui l'invite dans sa vie, en fait. Ouais. Et qui lui dit... Maintenant, tu dégages parce que tu vas prendre beaucoup trop de place. Ouais. J'ai pas envie de m'accrocher trop à toi et donc du coup. Mais il y a un fondement que je trouve, alors pas pertinent ni logique, c'est mais ça. Je vais faire ça. Je sais parce que je dois le faire, je veux le faire. Il faut que je le fasse. Tu vas accepter au départ. Après, tu vas plus accepter. Après, tu vas me détester. Ce cheminement, même s'il y a une chance sur 2 qui se gourre, oui, il est audible. En même il temps, préfère pas prendre le risque. Voilà. Et ce qui est chiant, c'est que il est horrible et la façon de l'annoncer est horrible. Tout est dégueulasse. Mais il a un peu raison. Mais il a peut-être un peu raison. Et s'il veut aller au bout de son truc, effectivement, c'est trop pragmatique. Oui. Et elle, ça l'a fait souffrir et voilà. En plus, après, il essaie de revenir et tout. Ouais, ça petit. Mais oui, mais c'est le personnage est un peu, il fait pitié un peu. En fait, quand il l'invite, je pense que ce qu'il a voulu faire ressentir au spectateur et nous faire ressentir via son personnage de Niemann, c'est que en fait, ça s'approchait de son but et on le verra au climax du film. Son but ultime, il est atteint à la fin. Et en fait, il l'invite à ce concert parce que c'est important pour lui que cette fille soit là. Et au final, on ne saura jamais si elle était là. On ne sait pas si elle est là, oui, parce qu'on voit pas la salle. Enfin, mais du coup, en fait, il l'invite à son triomphe. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai pas fait ça pour rien. J'en suis navré. J'ai pas fait ça pour rien. Mais du coup. Tu vois, c'est très intéressant et c'est certainement, enfin, c'est une direction assez probable de la façon d'interpréter ça, mais moi j'avais pas vu forcément comme ça. Je voyais plus comme quelqu'un d'un peu un but de sa personne et qui peut pas s'empêcher de avoir envie de la retrouver dans sa vie parce que elle lui manque, parce qu'il se sent seul et qu'il se sent détruit. Oui, moi je le voyais un peu comme ça, mais le point de vue de Mika est intéressant. Et vas-y, je veux bien te récupérer. Si t'es d'accord, je veux bien qu'on retourne ensemble. Par contre, j'ai encore le jazz qui traîne et on pourrait se revoir dans un truc de jazz peut-être. Voilà, genre parce que j'ai pas du tout envie de m'intéresser à ta vie à toi et juste c'est toi qui dois venir dans ma vie plus que parce que il est comme ça et voilà. Oui, finalement sa tentative de récupération est aussi dégueulasse que la façon dont il l'a largué. Je trouve quelque part, ouais. Et du coup, ton interprétation se défend. Je trouve absolument pas. Il l'invite au plus beau jour de sa vie entre guillemets. C'est biaisé, mais c'est comme ça qu'il le ressent. Oui, voilà. C'est parce que en fait, je sais pas. Toi, tu le vois de ton point de vue de spectateur, mais ça se passe comme ça aussi dans la vraie vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui vont t'inviter dans des moments qui sont cruciaux pour leur vie. Et toi, tu vas juste voir ça comme un truc de... Ah putain, il est égomaniaque quand même. Ouais, d'autocélébration. Oui. Non, mais les deux points de vue se défendent. Je suis d'accord avec David. Il y a vraiment ce truc de... tu dis les choses comme tu le ressens. Et même si tu sais pas trop bien le dire, tu les as dites, quoi. Et
Et c'était aussi très important pour ce personnage, en tout cas. C'est possible qu'il y ait de ça, ouais. Oui. Et Mais d'accord, moi, c'est je intéressant. propose à Damien Chazelle, vu qu'il est francophone et qu'il a la nationalité française, qu'il nous appelle au 06 pour nous expliquer, enfin. Non, mais. Il obtiendra le numéro complet en message privé. Oui, voilà, exactement. Oui, il est juste à demander. Clin d'œil. Wink. Suivez l'Instagram de La Haute Sauvage. Mais du coup, une autre scène que j'aime beaucoup aussi, c'est la scène du repas avec sa famille, qui est assez courte. Oui. Où, là, c'est aussi une scène intéressante parce que on est d'accord pendant tout le film, majoritairement dans le film, le personnage de Niemann est insupportable. Oui. Et voilà. Mais là, pendant ce moment-là, t'es de son côté. Ah bah il Pendant cette recadre scène-là- des gens qui sont aussi abjects que lui en fait. Oui, Ou voire pire. mais d'une autre Et du manière. coup, d'une autre d'une manière, autre façon, voilà. Et du coup, il les recadre, oui, il les défonce. Oui, Et du avant coup, de se faire laminer par son propre père. Voilà. oui. Propre Mais père oui, qui est une putain de lavette qui s'écrase depuis on a l'impression depuis un certain moment, depuis le départ de sa mère en tout cas. Bah, j'aurais pas forcément dit ça. Son En père... fait, il suit le mouvement. Son Alors père. le père, tu sens que c'est quelqu'un d'un peu faible. Bon. Oui, Mais ça. Lavette, je sais pas, mais par tu sens que contre, c'est il y a- quelqu'un d'un peu il faible. y a ce moment assez. Bah, il est comment peut-être dire faible depuis le départ de la mère parce que Oui. voilà quoi. Oui. Mais il y a quand même ce moment un peu intense entre les deux, entre le père et son fils, où justement quand Niemann se fait dégager du groupe de Fletcher, il se retrouve face à une avocate et à son père justement pour porter plainte parce qu'on apprend que en fait un ancien étudiant s'est suicidé suite au harcèlement moral aux méthodes qu'a fait ouais. Fletcher. Méthode, ouais. Ouais, les méthodes en tout cas. Et donc par ce biais-là, ils vont porter plainte et Fletcher va se trouver dégagé. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver dans le climax du film. Mais il y a ce côté très touchant entre le père et son fils où le père le regarde, il fait. On comprend qu'il a compris l'image qu'il a dans les yeux de son fils, c'est-à-dire de quelqu'un de faible qui suit souvent le mouvement et tout. Mais et là, il lui dit non, mais en fait, pour ce genre de trucs, pour des trucs qui te font aussi mal, mais laisse tomber, moi je suis un rock, je bougerai pas d'un iota et je serai toujours dans ton sens à te soutenir quoi qu'il arrive. Moi je trouve ça très touchant. Ah oui. Oui, je suis Moi, d'accord. cette séquence est très très touchante. Très bien écrit. Je vois effectivement Paul ça. Reiser est très très juste, ouais. Ah bah Paul Reiser, hein. J'adore cet acteur aussi. Le personnage est effectivement certainement un peu faible, certainement un peu affaibli, peut-être par de toute évidence effectivement cette histoire de départ de la mère, ce qui impacte le fils évidemment, entre autres sur la relation amoureuse, mais il y a des trucs qui étincellent par-ci par-là. Effectivement pendant le repas, il s'aplatit au vu du reste de la famille, l'oncle, le cousin, le gars qui réussit en tant que quarterback ou je sais plus quoi là de. Oui, alors voilà. qu'il est dans la 5e division. Oui, Ça, voilà. c'était vilain, ça. Voilà, l'espèce Ça, c'est vilain. de jugement de valeur qu'il y a entre les différentes domaines de passion ou d'activité, parce que Niemann lui il fait un truc qui ça l'amènera peut-être à rien. Le jazz c'est pas vraiment un vrai métier et tout. T'es un artiste, de toute façon, Ouais, pas mettre ouais. des sarouels et fumer de la marijuana, C'est c'est un peu l'idée, C'est un quoi. peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée. Et du coup, le père est à la fois un peu d'accord avec le reste de la famille, Ouais. mais il va pas s'empêcher de défendre un minimum son fils, même si là il s'aplatit un peu. Mais dans la séquence avec l'avocate, et puis il y a aussi la séquence à la fin, c'est léger, hein. C'est court. Hein. Le câlin, oui, court. C'est court, mais ce moment où du coup déjà quand Niemann se fait ridiculiser devant tout le monde à la toute fin du film, il va voir son père. Et son père court vers lui. Ouais, son père court vers lui, donc vraiment son père parce a qu'il a capté tout de compris. suite. Il a compris, il a ouais. compris. Et après là, le moment où il y retourne et que t'as le grand climax où toi t'es pris dedans, même moi en ayant vu le film au moins 4-5 fois, c'est tellement en plusieurs séquences en plus. T'as d'abord le fait que Niemann prend le dessus, la musique qui continue, les passages qu'il fait qui sont fous, et puis après la musique qui s'arrête, et là lui qui continue. Et là, il se passe quelque chose de hors du temps, avec cette virtuosité qui part. Et pendant que t'es en train de bouffer ça, et que t'es là, avec le souffle coupé, en train de te dire c'est fou, là, t'as un petit plan où t'as juste le père qui regarde à travers les rideaux, et qui voit son fils le faire.
Et moi, là, en le revoyant, j'ai eu une claque en me disant, genre, moi, je suis un spectateur qui regarde ce personnage faire ça. Là, c'est un père qui regarde son fils. Mais le truc qui doit se passer dans la tête d'un être vivant comme ça doit... Moi, j'aime croire que sans ce câlin de son père, il aurait pas eu le courage d'y retourner, tu vois. Peut-être. C'est là... Putain, Whiplash, c'est bien. Oui, c'est ça qui me fascine. c'est moralement sur une ligne qui est hyper bizarre. Tu les détestes, mais tu les aimes bien, et t'es d'accord avec. Enfin, non, t'es pas d'accord. Pas d'accord avec la morale de genre il faut souffrir pour y arriver. Mais c'est vrai que dans un sens peut-être. Parce qu'ils sont humains en fait. Il les rend très humains. Et je crois que l'un des trucs qui est pire que ça, c'est quand leur échange dans le bar entre Fletcher et Neyman, justement, où il l'invite justement à son concert pour arriver au climax du truc. Ni plus ni moins possédé comme lors de leur première rencontre, c'est exactement la même chose qu'il lui fait. Oui, c'est ça, oui. Il joue le mec sympa, puis il utilise ce qu'il a utilisé, ce qu'il a reçu comme information pour le défoncer. Mais le pire dans cette scène, c'est qu'on apprend que la façon de travailler de Fletcher n'a jamais sorti de génie. C'est-à-dire que le mec, bon, tu vois qu'il a de la bouteille, parce qu'il n'arrive pas à ce niveau-là sans avoir de la bouteille. Ce type doit faire ça depuis 20 piges, et il n'a jamais sorti de génie. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. J'ai attendu le moment où il allait justement lui demander, mais alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça a marché ? C'est-à-dire que le type te fait... Alors moi, dans ma présentation, je souligne ça. C'est le type fait un pacte avec le diable sans être sûr de rien, en fait. Juste par l'appât de la légende, l'appât du savoir. Et c'est à double sens, puisque j'imagine que le personnage de Fletcher a encore cet espoir que ça va marcher. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils gagnent tous les deux à la fin. L'un dans l'autre, oui. Ouais. Ils gagnent tous les deux, effectivement. Chacun de son point de vue. Oui. Fletcher, finalement, se fait rouler dessus par Neyman, par son jeu, et du coup, en fait, il est obligé de suivre son rythme. Et donc, du coup, en se faisant submerger par le rythme de batterie et tout, il gagne, mais Fletcher, en fait, Neyman, du coup, par ce biais-là, devient un putain de génie de la batterie. Et là, on en revient énormément au jazz, puisque un pro à fond, et je pense que ça se fait beaucoup, parce que moi, je suis pas très client de jazz, en tout cas, j'en écoute pas, tout simplement. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'en écoute pas, mais je sais que c'est très courant dans ce milieu-là, notamment de partir dans des délires... Chacun part en solo à tour de rôle, c'est un truc... d'écouter vraiment son côté artistique et se laisser porter par cette vague, et là on le beaucoup ressent d'impro vraiment... dans le jazz, oui. Ouais, d'impro, pardon, excusez-moi, j'avais pas ce mot-là en tête, mais c'est là où c'est virtuose, c'est virtuose, c'est millimétré, en fait c'est du papier à musique. Le film en lui-même reprend le jazz, très bien. On parle d'improvisation dans le jazz, mais l'improvisation n'est possible parce que les mecs connaissent les grilles par cœur. C'est ça. D'instinct. C'est plus que par cœur, c'est d'instinct. Mais il y a cette scène aussi. À une seconde, ils savent ce qui va se passer. Oui. Alors qu'ils se sont pas concertés. Ça fait partie des interrogations. Bon, du coup, c'est une interrogation qui n'en est même pas une. La fameuse, les partitions du batteur qui disparaissent et que. Pour moi, c'est Fletcher qui les évidemment. prend. Oui. Évidemment que c'est Fletcher. Évidemment. Parce qu'au final, Neiman, ça n'aurait aucun sens de pas nous montrer un truc que Neiman ferait. Ça aurait aucun sens. Du coup, non, on suit vraiment Neiman. Et puis on le suit de toute façon entre le moment où il laisse les papiers et le moment où on apprend qu'ils ont été piqués. Je crois qu'on n'a pas quitté Neiman à l'image. Donc on sait que c'est pas lui. Il s'est passé 5 secondes en plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est de toute évidence. Le seul manipulateur dans le film tout le long, c'est Fletcher. Donc c'est Fletcher. Parce qu'en plus, on le sait dans la scène suivante. C'est-à-dire que l'autre batteur qui a perdu ses partitions parce que Neyman lui a perdu, enfin l'a laissé quelque part et quelqu'un les a prises. Ce batteur, il regarde Fletcher et lui dit mais vous savez qu'avec mes problèmes d'attention ou je sais pas trop quoi, je ne peux pas apprendre les partitions par cœur. Il me faut les partitions. Et donc tu sais que Fletcher sait. Donc du coup, c'est pour laisser sa chance à Neyman et lui dire tu les connais toi ? Je connais par cœur. Eh tu prends sa place. Et toi, du coup... tu tournes ces pages. Tu tournes ces pages. Ouais. Paf.
Et cette espèce de rivalité, parce qu'après t'as un autre mec qui vient derrière, Ouais, et cette le scène léprechaude, de... là. Oui, t'as cette scène de casting, enfin moi c'est une, enfin que j'appelle casting parce Ouais, que où en ils sont fait, tous les trois à faire tous les trois alternés, à la jusqu'à recherche batterie. du rythme jusqu'à de Fletcher. 4h du matin. Et t'as tous les, c'est dire le charisme du type. T'as tous les musiciens, ils sortent de la salle, ils attendent jusqu'à pas d'heure, et en fait tu retrouves Fletcher qui est là, il stoppe, il en stoppe un, il en stoppe deux, et tu te retrouves à la fin avec Neyman qui trouve le vrai rythme et tout, et tu les vois, mais ils sont transpirants, ils saignent, la batterie elle ressemble plus à rien. C'est ce que je disais, la caméra elle s'attarde vraiment sur des trucs, sur là où ça fait mal, quoi. Le plan du point dans le... Mais ça rappelle les films de combat, ça rappelle Rocky. Ouais. Rocky il en chie, donc tu le vois beaucoup, je crois que c'est dans Creed que tu le vois en plus, où vraiment il a les poings au sang et il se met dans un brodo avec des glaçons. C'est très sport de combat. Là il y a ce plan là exactement dans Whiplash. Oui. Bah justement c'est pour ça que je fais le truc, le parallèle avec les films de sport de combat entre guillemets. Ouais, il y a vraiment de ça. On est vraiment, toi contre le monde, quoi. Mhm. Et tu vas y laisser des plumes, mon connard, mais crois-moi qu'à la fin, ça va le faire. Franchement. Bah écoute, très content que c'était autant plu. Et content qu'on ait une espèce d'unanimité dessus. Bah ça fait oui, plaisir. quand même, oui. Ouais, plutôt oui. Bah, en général, les gens qui n'aiment pas le film, c'est surtout par rapport au moralement qu'ils ont du mal. Et que la mise en scène leur touche pas, enfin les touche pas, ou que le jazz ne les touche pas et tout. Moi, il y a un truc presque animal qui se passe que je ne peux pas, voilà quoi. Finalement, pour un thème qui était un peu compliqué, on a 2 films sur 4 qui font l'unanimité sur la sélection. Eh bah ouais. C'est quand même beau. C'est pas arrivé si souvent, je pense, Et malgré tout. c'est le seul podcast de la saison 2 où j'ai aimé les 4 films. C'est bien. Ah bah voilà. Eh bah, qui Eh bah dis donc, qui l'eût cru, hein, parce qu'il revient de loin. On ne peut pas vous faire l'historique aujourd'hui parce qu'on rajouterait 1 heure d'émission, je pense. Mais c'est un podcast qui revient de loin, celui-là. Hein. On a essuyé quelques pains dans son élaboration, on va dire. Ça a été, il y a eu des trucs un peu sport. Mais au final, pas plus mal, tu vois. Ouais, j'ai pris Chantons sous la pluie à la place de Joli Joli. Alors, ça aurait été très bien de vous le montrer, mais j'ai montré Chantons sous la pluie. Vous l'avez découvert, vous avez découvert un classique de la comédie musicale et vous avez adoré. Donc ça veut dire qu'il y a une porte ouverte à d'autres choses. Ouais, et ça c'est cool. Voilà. C'est pour ça il faut laisser toujours des portes ouvertes. Oui. Ou bleu. Effectivement. Oh bien. D'accord. Il est 19h15. Voilà. Je sens que Bertrand. On n'a pas allumé la lumière, il fait nuit. Ouais, on est dans le noir. Mis à part les écrans de portables et d'ordinateurs. Et les bip-bip de la carte son. Voilà, les détails. Vous êtes in avec nous. Est-ce qu'on a fini? On va pouvoir clôturer et peut-être annoncer la prochaine thématique dans 3 semaines. Alors la prochaine thématique, c'est Quentin qui s'y collera. Et c'est quoi, Quentin? J'ai fait pas mal d'hésitations, mais on fait quelque chose de simple, entre guillemets. Au niveau cinématographique, il y a du choix. On parlera de cinéma de guerre. De films qui se passent dans des contextes de guerre. Il peut y avoir, ça peut être la bataille, comme ça peut être quelque chose de plus discret. Mais en tous les cas, il faut que le thème de la guerre soit présent. Voilà. Et pour les films, revenez dans 3 semaines et vous connaîtrez les films. Et vous saurez, voilà, ce qu'on a choisi. Mika, le petit mot de la fin pour si vous avez aimé. D'accord. Pour ne pas manquer justement cette émission qui arrive dans 3 semaines, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à vous abonner aussi sur nos différentes pages de podcast, que ça soit Spotify, Deezer et Tutti Quanti. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en dessous ou mettre des étoiles, tout dépend de la plateforme. Et bien évidemment, nous donner vos avis dans les commentaires sur les films qu'on vient de chroniquer, et surtout si on vous a donné envie de les voir ou si justement vous avez adoré ou vous n'avez pas les mêmes avis que nous, parce que ça arrive. On se fera un plaisir de dialoguer avec vous dans les commentaires. Sur ce, on se dit à dans 3 semaines pour des films de guerre. Et puis je vous dis à dans 3 semaines. Du coup, je viens de le dire. Donc, voilà. Des bisous. Des bisous. Bonsoir. Un petit mot de la part de toute la bande, du coup, de la bande de la Haute Sauvage, pour remercier notre partenaire, les CGR de Châteauroux,
Et puis alors avec qui je présente régulièrement des films dans le cadre des plans cultes, séries de films autour d'un même thème tous les 2 mois, grosso modo. Il y a un cycle au CGR. Je présente donc régulièrement un film. Et puis également, j'interviens sur Radio Balistique, format respecté, l'émission consacrée au cinéma avec Antoine Royer. Donc voilà, c'est entre guillemets les partenaires de La Horde Sauvage. N'hésitez pas à aller jeter une oreille ou à venir nous voir. Je suis parfois accompagné de certains membres de l'équipe d'ailleurs au CGR qui sont présents dans la salle. Ça peut être l'occasion d'échanger. Donc voilà, on n'oublie pas tous ces supports là en parallèle de La Horde Sauvage.